with the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs. J'ai le plaisir de vous retrouver avec mon équipe de chroniqueurs, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir Noël, bonsoir tout le monde. Et également autour de la table Badis Nissa. Bonsoir Badis. Salam Azou, bonsoir et saha aidkoum. Saha aidkoum, effectivement. Bonsoir également Faisal Matawi. Bonsoir Noël, saha aidkoum. Et il y a également Mahdi Raza avec nous. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي في حياتكم وحياة الفاميليا. Sans oublier, mesdames et messieurs, que Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission. Au sommaire ce soir, l'Algérie et l'action multilatérale pour la paix, la stabilité et le développement au sein de son espace africain, mais aussi avec l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux. Va-t-on vers un embrasement de la situation au Moyen-Orient, nouvelle agression criminelle de l'entité sioniste contre l'Iran, Téhéran riposte et réaffirme son droit à se défendre. Nous parlerons également de solidarité avec le peuple palestinien, la marche mondiale vers Gaza en stand-by en Égypte et le convoi maghrébin Somaud, lui, est à l'arrêt du côté de Sirte en Libye. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra pour parler de l'augmentation des crimes racistes et islamophobes en France, avec le dernier en date, l'assassinat de Hichem Miraoui. Et pour commencer cette émission, messieurs, on va parler de l'Union africaine et de sa relation avec l'Algérie. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, a salué l'engagement indéfectible de l'Algérie envers l'organisation panafricaine et relevé son rôle déterminant dans la promotion des priorités continentales. Faisal, l'Algérie occupe une place significative au sein de l'Union africaine. Absolument, l'Algérie est un membre très important de l'Union africaine, ex-organisation de l'unité africaine. Et vous l'avez dit, Nohad, Mahmoud Ali Youssouf, qui est le nouveau commissaire de l'Union africaine, a reçu M. Mohamed Khaled, qu'on voit à l'image, avec le Bournos algérien. Mohamed Khaled, c'est le nouvel ambassadeur d'Algérie en Éthiopie et représentant permanent de l'Algérie au sein de l'Union africaine. Donc il a été question effectivement de cette coopération très forte. L'Algérie a toujours considéré que l'Union africaine doit travailler en concertation pour trouver des solutions aux problèmes africains, que ce soit des problèmes sécuritaires ou des problèmes économiques. Et M. Ali Youssouf a évoqué l'agenda de 2063. C'est un agenda, c'est un schéma, c'est un plan élaboré par les pays africains pour permettre une prospérité en Afrique, parce que l'Afrique, comme nous l'avons déjà dit il y a plusieurs reprises dans cette émission, a tous les atouts pour devenir le continent locomotive dans le futur. Il a des ressources hydriques, des ressources naturelles, minérales, il a des ressources humaines. Et donc l'Algérie plaide toujours pour un travail en commun au sein de tous les organes de l'Union africaine. L'Algérie aussi a toujours plaidé pour que la concertation se passe dans le sens de la coopération sud-sud à travers la zone de libre-échange africaine ou à travers les autres mécanismes, aussi la densification de la concertation pour des questions diplomatiques, parce que le plaidoyer fait par l'Algérie que le continent africain doit avoir au moins 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une injustice historique, nous l'avons déjà dit aussi, parce que l'Afrique est le seul continent qui n'est pas représenté au sein de cette organisation importante. Et également la présence de l'Afrique dans d'autres grands ensembles internationaux, par exemple le G20 ou d'autres organismes. Et donc c'est une salutation qui va dans le sens de ce travail fait depuis très longtemps d'ailleurs par la diplomatie algérienne, qui revient en force aussi au sein du continent africain à travers toutes les visites qu'on a eues en Algérie. La dernière en date était la visite du président du Rwanda, M. Paul Kagame. Très bien. Badis Nissa, la diplomatie algérienne revient en force, comme vient de le souligner Faisal Matawi. Tout d'abord, je reviens sur cette déclaration du président, notamment de la Commission de l'Union africaine, M. Youssouf, qui pour moi est ça traduit un respect continental de l'Afrique, non pas que d'une personne. D'une part. Et d'autre part aussi, c'est un respect envers, comme vous l'avez dit, la diplomatie algérienne, qui est une diplomatie
qui tire son ADN de deux axes, notamment sa constance, d'abord, parce que l'Algérie, je dirais, ne change pas de cap en fonction des vents dominants, d'une part, et l'Algérie aussi a des principes dans son ADN tirés de sa déclaration du 1er novembre, mais aussi de son histoire révolutionnaire légitime, y compris à la défense notamment des peuples africains pour leur affranchissement et l'affranchissement du continent africain que certains souhaiteraient, par opposition justement, en faire un terrain de jeu, notamment pour certaines puissances occidentales. Donc l'Algérie aujourd'hui constitue clairement à travers cette déclaration, qui est une reconnaissance, disons-le clairement, de ce travail de fond qui a été mené par la diplomatie algérienne depuis des décennies, à travailler dans l'intérêt commun, dans l'intérêt justement des peuples, dans l'intérêt du continent pour son développement. Effectivement, Faisal, je te rejoins. L'Algérie a une approche d'une solution globale multidimensionnelle dans laquelle s'inscrit aussi le développement intégré des peuples et notamment des États pour qu'ils puissent justement s'affranchir d'une manière définitive et irréversible envers le diktat de l'Occident. Donc c'est aussi ce qui fait d'aujourd'hui l'Algérie une colonne vertébrale de la souveraineté africaine. Moi j'ai qualifié l'Algérie notamment d'architecte discret de l'agenda panafricain. Il faut le rappeler. C'est un acteur discret, mais un acteur consensuel, effectivement, qui travaille justement, on le voit à travers un fora diplomatique avec des États dont le respect mutuel, dont une approche inclusive et non pas exclusive. Et là, si vous me permettez, Nouhad, je vais rebondir par opposition sur un autre acteur qui récemment a voulu faire croire l'inverse, notamment le Merzen. Le Merzen qui évoque, d'ailleurs, qui se terre dans sa diplomatie de camouflage et de diplomatie, notamment de diversion médiatique, parce qu'il sait faire que ça finalement. Il sait faire que ça finalement. Et d'ailleurs, rappelons-le, au sein de l'Union africaine, le Maroc et je dirais œuvre dans l'entrisme notamment, et surtout cette doctrine à laquelle il est considéré comme un corps étranger, notamment la doctrine fondatrice de l'Union africaine qui est celle justement de l'intérêt commun. Donc vous voyez bien que, à défaut de ne pas pouvoir justement atteindre l'Algérie, on essaye de la décrédibiliser, de minimiser son rôle moteur, notamment au sein de l'Union africaine. Et je pense que c'est une réponse claire d'une personne crédible, légitime à la tête de l'Union africaine pour dire que l'Algérie est le centre et la colonne vertébrale notamment de la stabilité africaine et de son développement, de son essor et surtout de son avenir. Et toujours à propos du rôle que joue l'Algérie sur le continent africain, Mahdi, il y a ce rôle économique. L'Algérie, locomotive économique du continent africain. Locomotive économique et également une sorte de banque. On se souvient tous que le président de la République, dès ses premiers discours, avait mis l'Afrique à l'index en disant qu'il fallait que l'Algérie reprenne sa place sur le continent africain, qu'il ne fallait pas déjà voir ailleurs avant de s'occuper de nos propres voisins et de notre propre continent, ce qu'il a fait. Et ensuite, il a suivi des paroles aux actes, avec plus d'1 milliard de dollars, avec des pays à qui on a tout bonnement effacé les dettes qu'ils avaient envers l'Algérie, pour justement pouvoir les pousser à leur indépendance économique et à leur reprise, on va dire, économique. L'Algérie est une sorte de grand frère qui essaie d'aider ses voisins à se développer. L'argent est très important pour justement développer les différents projets structurants des pays africains et pour sortir, comme l'a si bien dit Badis, du diktat de certains pays occidentaux qui vendent à des prix exorbitants parce qu'ils payent à crédit, parce que certains pays africains à l'époque payaient à crédit, donc ils triplaient ou quadruplaient le prix de certains projets sur plusieurs années, et certains pays africains qui n'avaient pas les moyens de le payer comptant acceptaient justement ce couteau sous la gorge entre guillemets pour pouvoir acheter certains produits. Donc c'est bien, on commence à comprendre que l'Algérie est le moteur de l'Afrique et qu'on a un double carburateur qui peut faire avancer tout le continent derrière nous. Donc c'est très bien. Très bien, il y a également, Gamal, cette approche stratégique de l'Algérie pour éradiquer complètement le terrorisme dans la région. Tout à fait, parce que le terrorisme, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le fait d'avoir de la misère et d'écouter le chant des sirènes de certains qui vous promettent le paradis en étant des martyrs. Tout ça, c'est problématique parce que ça interdit aux gens d'espérer, de vivre, d'avoir une vie équilibrée. Et la proposition algérienne qui a été faite assez récemment, c'est deux choses. Effectivement, l'effacement d'une dette de pays qui ont déjà une dette très lourde sur les épaules de la part de l'Occident et qui ont remboursé la dette au moins en intérêt cette fois. Et l'autre aspect, investir dans l'investissement productif. Et je vais donner un élément qui est très caractéristique de l'arnaque occidentale. Dans les années 70, après les indépendances, les Occidentaux ont dit on va faire en sorte que l'Afrique se développe. C'était évidemment un miroir aux alouettes. Et on prend un exemple très concret. Ils leur vendaient par exemple des tracteurs.
dans des pays où la tradition était de travailler avec des bœufs. Le bœuf, il n'a pas besoin d'autre chose que de la nourriture et puis des forces de travail des gens qui sont sur le terrain, des paysans. On leur vend des tracteurs et les tracteurs commencent à être en panne. Les pièces de rechange ne sont pas sur place, il faut les acheter. Donc on continue à acheter et on achète à l'étranger. On est dépendant de l'étranger. Puis au bout d'un moment, les tracteurs ils deviennent rouillés et on n'a plus de production agricole. Et bien tous ces éléments-là, les Algériens très tôt, d'ailleurs en 70, ont tout de suite compris qu'il y avait un piège. Combiner cela à l'endettement, combiner cela à une dépendance vis-à-vis de l'étranger, FMI, Banque mondiale, combiner ça avec des dirigeants très souvent corrompus, qui ont donc appauvri le pays en s'en mettant plein les poches, et combiner ça avec une volonté évidente de l'Occident de ne surtout pas laisser l'Afrique se développer. Parce qu'il y a une stratégie derrière. C'est pas un hasard que l'Afrique soit la dernière du tableau. Quand on voit que l'Asie, grâce à la Chine et des pays influents, a réussi sous le parapluie chinois, par exemple, à développer ses infrastructures, et surtout, grâce à l'Amérique du Sud, par exemple, a réussi à se développer parce qu'il n'y avait pas cette proximité aussi violente, même si les États-Unis sont au nord. Aujourd'hui, la question algérienne, elle dit quoi? Elle dit, vous voulez un développement équilibré? Apporter un investissement productif. Donc c'est un investissement qui crée de la richesse et donc qui crée de l'emploi et donc qui crée de la stabilité. Tout l'écosystème pour faire en sorte qu'il y ait effectivement de la tranquillité. Et j'ai envie de dire, en phrase de sortie, simplement une chose, parce que souvent on entend des bêtises sur l'AES, j'ai envie de dire que malheureusement certains dirigeants, pas tous, Dieu merci, parce qu'en général ils ont plutôt compris que l'Algérie était favorable, il ne faut pas être ingrat. S'ils n'ont pas été attaqués, ni bombardés, ni quoi que ce soit, c'est parce que l'Algérie s'y est opposée fermement, en dépit de coups de force. Elle a dit, nous ne touchons pas à la souveraineté des États. Et ça, c'est une posture de principe qu'elle a toujours adoptée, que ce soit en Afrique, tout à fait, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on l'a vu avec Cuba. L'Algérie a une posture de principe de dire, nous n'acceptons pas le néocolonialisme ou le colonialisme économique, et encore moins le diktat occidental qui a pendant 400 ans fait du mal au monde. Et c'est en cela que l'Algérie peut considérer qu'elle n'a rien, elle n'a pas à rougir de sa position, bien au contraire. L'Algérie a parlé, pardon, Mahdi parlait de l'économie et de l'Algérie en Afrique. Il y a un rapport, parce qu'il faut bien citer un rapport de l'Afrique, la Banque africaine de l'import et export, qui a souligné les bonnes performances de l'économie algérienne avec un taux de croissance qui dépasse les 4%, 4,3%, une inflation maîtrisée, également un taux directeur de 3%. L'Algérie est parmi les 3 pays qui ont le plus de réserves de change en Afrique, l'île Maurice, l'Algérie et la Libye. Et l'Algérie, ça c'est écrit dans ce rapport qui rejoint parce que ce qu'a dit le FMI et la Banque mondiale par rapport aux performances, aux bonnes performances de l'économie algérienne, de l'agriculture, alors qu'ils ne sont pas attendus d'habitude. Oui, d'habitude, surtout le FMI. Banque mondiale, Banque européenne, FMI et l'Afrique Exim Bank qui sont unanimes pour dire que les performances économiques de l'Algérie sont exceptionnelles. Oui, l'Algérie, c'est écrit par le rapport de l'Afrique Exim Bank qui dit que l'Algérie se distingue comparativement à d'autres pays du continent par sa capacité à financer elle-même les projets et de soutenir aussi d'autres pays, comme l'a souligné Mahdi, parce que l'Algérie a passé des dettes et donc ces performances économiques, ces rapports confirment la volonté de l'État algérien d'aller vers en 2027 pour que l'Algérie devienne un pays émergent avec 400 milliards de dollars de PIB. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Gamal à juste titre, c'est effectivement dans la transition et pour conclure, c'est qu'il faut rappeler que l'Algérie ne cherche ni à plaire ni à plier. Et c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui la boussole de l'Afrique. Oui. Très bien, merci Badis. Alors de son côté, l'Union européenne multiplie les signes de rapprochement avec Alger. Son ambassadeur en Algérie, Diego Melado Pasqua, s'est d'ailleurs exprimé en ce sens. Cette semaine, vous avez les détails, Faisal. Absolument. Et les relations avec l'Union européenne, qui est un partenaire commercial important, et d'ailleurs, M. Melado Pasqua dit que les liens commerciaux sont solides parce que l'Algérie est un partenaire fiable. L'Algérie a toujours respecté ses engagements, notamment en matière de sécurité énergétique. Ça a été déjà rappelé. Et l'Algérie, si elle a amicalement demandé la révision de l'accord d'association parce que la situation économique du pays a changé. On n'est plus en 2005. L'Algérie maintenant produit et ces produits sont salués un peu partout. On l'a déjà évoqué dans cette émission et ça va donc dans le sens de cette consolidation. Maintenant, on a évoqué ces derniers jours la zone grise par rapport au financement, au blanchiment d'argent. La Commission européenne a placé l'Algérie avec d'autres pays comme par exemple la Namibie ou le Népal ou le Venezuela ou Monaco dans des pays à surveillance accrue par rapport au blanchiment d'argent. Il faut juste rappeler que cette histoire de zone grise n'a pas d'incidence sur l'excellence de relations avec l'Union européenne et c'est l'œuvre
encore une fois, d'un groupe d'extrême droite au sein du Parlement européen qui, c'est à chaque fois, c'est une initiative de ce groupe qui, à chaque fois, se trompe de cible et qui donc tente, encore une fois, de polluer les négociations qui ont repris autour de l'accord d'association. Donc l'Algérie est connue pour un pays qui a toujours lutté contre la corruption, toujours lutté contre le financement du terrorisme et aussi contre l'usage de rançon pour le financement du terrorisme, malgré que certaines capitales, celles qui donnent des leçons habituellement, ont toujours payé pour la libération de leurs otages, notamment dans le Sahel. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, Faisal, c'est que n'oublions pas une chose très importante, c'est que parfois certaines instances, notamment, sont devenues des instruments de pression, notamment pour jouer sur justement, je vous mets, je vous retire, je vous remets dans la zone grise, dans la zone noire, vous êtes blacklisté, vous n'êtes plus blacklisté. Et d'ailleurs, il n'y a pas finalement de règles ou de critères clairement définis. Expliquez-moi comment les Émirats Arabes Unis est considéré comme un pays transparent en matière de gestion financière. Il était dans la liste, il a été enlevé, il a été retiré. C'est là où je veux en venir. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas beaucoup de députés européens qui ont eu des voyages gratuits aux Émirats Arabes Unis. Surtout que c'est devenu... C'est une plateforme financière. Non, mais surtout que c'est devenu le centre de gravité de toutes les mafias du monde. On va pas se mentir. Donc c'est pourquoi je reviens et je nuance là-dessus. Et par contre, je rebondis sur un autre jalon. Sur quoi se base ce type de classement? Justement, c'est des suppositions. C'est des suppositions à des fins géopolitiques et de pression diplomatique. Attention, c'est-à-dire qu'il y a une finalité. Avec quel pays Bien à sûr. l'instant T. Il y a des incohérences. Et c'est là où je veux en venir, et c'est ce qui décrédibilise finalement et délégitime ce type d'instance, et surtout sur leur type de rapport. Parce qu'il faut expliquer d'abord le b.a.-ba. Quels sont les critères de sélection? Quels sont les critères d'évaluation? J'ai pris l'exemple de l'Émirat, mais il y en a plein. Mais les Émirats, vous aurez compris pourquoi. Donc, rappelons-le aussi, la position d'Algérie diplomatique, sa puissance aussi régionale, sa responsabilité, notamment sur des dossiers latents de conflits et autres, sur les causes justes, fait qu'aujourd'hui on essaye tant bien que mal, encore une fois je dis bien, tant bien que mal, d'essayer d'exercer une certaine pression. Et je reviens sur un autre jalon très important qui va se produire fin juin. L'Algérie va produire le rapport, notamment à l'instance qui s'appelle le GAFI. Le GAFI, groupe d'action financière. Absolument, qui gère justement tout ce qui est attrait à des questions de financement terrorisme, blanchiment d'argent et autres, dans lequel l'Algérie est considérée comme un bon élève, puisqu'en fait, elle fait des efforts depuis l'élection du président de la République, Al-Majid Tebboune. Beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment sur le système bancaire, sur le système justement des financements, y compris d'ailleurs par rapport au financement associatif et autres, pour éviter justement, et je dirais là où c'est vraiment, ça devient ridicule de leur part, qui a mis en place et a rédigé carrément une résolution pour justement le financement du terrorisme à l'ONU? Ce n'est pas l'Algérie. Donc à un moment donné, arrêtons un peu les inepties et les niaiseries et passons aux choses sérieuses. Donc il y a quand même un glissement sémantique dangereux, parce qu'il y a deux objets. Premier objet, on commence à parler de terrorisme, l'Algérie qui soutiendrait avec des méthodes terroristes, avec l'affaire de... L'Algérie qui est une référence, on le rappelle, en matière de lutte contre le terrorisme. Alors que c'est effectivement l'antimatière du terrorisme. Donc il commençait le seul pays au monde qui a vaincu le terrorisme seul. Il y en a deux avec le Sri Lanka, mais bon, c'est vrai qu'en Afrique c'est le seul. Ce qui est certain, c'est qu'on a commencé à avoir un glissement sémantique assez malsain de la part d'un certain ministre que je ne nommerai pas, qui commence à dire attention, une enquête antiterroriste. Donc déjà, associer l'Algérie au terrorisme, c'est déjà très grave. Et maintenant, on est en train de parler du financement. Le financement occulte, c'est quoi? Terrorisme, tout trafic en tout genre. On commence à essayer de salir l'image de l'Algérie sur des choses qui sont effectivement, je te rejoins, totalement ridicules, infondées, ridicules et supposées. C'est-à-dire que cette fameuse note, en vérité, ne donne pas de direction, il n'y a pas de choses sérieuses. C'est juste des allégations initiées par l'extrême droite très souvent pour entacher la réputation de l'Algérie qui, évidemment, en sortira grandie. Donc, Mahdi, en clair, la position de l'Algérie aujourd'hui dérange et c'est ce qui lui vaut cette place au sein de cette liste. Écoutez, comme l'a si bien dit Faisal et mes camarades, l'Algérie de 2005 n'est pas l'Algérie de 2025. Voilà, le dernier accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie date de 2005. Depuis 2005, où on était une économie qui était pratiquement à 100% d'exportation d'hydrocarbures, l'Algérie a énormément évolué. Sur la dernière année, plus de 38 milliards de dollars d'exportation uniquement dans le domaine agricole. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez exceptionnel pour un pays qui se développe dans l'agriculture. On est en processus de développement dans l'agriculture. De plus, quand on me parle de financement et d'argent, on va dire, entre guillemets, sale pour l'Algérie en termes de terrorisme, nous sommes toutes et tous ici témoins que l'Algérie a asséché le terrorisme justement en combattant l'argent
qui circulaient pour financer les groupes qui faisaient justement ce genre de pratique. Et c'est comme ça qu'elle a gagné la guerre contre le terrorisme. L'Algérie ne négocie jamais avec les terroristes. Et comme l'a si bien dit notre ami Faisal, il y a beaucoup de capital occidental, par contre, qui ont beaucoup payé les groupes terroristes en échange de certains de leurs ressortissants. Donc on ne va pas nous faire à nous, grand pays qui a combattu le terrorisme avec ses enfants, une leçon sur ce que peut apporter le terrorisme et justement la dangerosité du financement du terrorisme. Mais dis rapidement là-dessus, je rafraîchis la mémoire à qui veut l'entendre. Certains pays occidentaux notamment sur le financement du terrorisme. Je reviens quelques années en arrière en décennie noire. La base arrière, notamment des groupuscules terroristes et leur financement en Europe. En Europe, Londres et Paris. Merci. Et on rappelle également que le mécanisme d'Alger de lutte contre le terrorisme a été adopté par l'ONU comme mécanisme de référence. L'Algérie qui déploie des efforts à travers une diplomatie active pour rétablir la stabilité et la sécurité dans son voisinage. C'est donc ce dernier édito, Faisal, de la revue El Jaish. Absolument. Et c'est en question de l'actualité d'aujourd'hui. On voit que la revue El Jaish a dit des choses qui vont dans le sens de la nécessité de renforcer la souveraineté, parce qu'on a parlé de la souveraineté. Il est parfaitement averti que la force des nations est intimement liée à la force de leur armée. L'Algérie poursuit sans relâche le développement et le renforcement de ses capacités défensives et la construction d'une armée forte. Dans ce titre éditorial, on parle de la modernisation de l'armée. Et la modernisation de l'armée, dans le sens voulu par le président Abdelmajid Tebboune et par les responsables de notre armée, c'est la formation. Et on voit qu'il y a un grand effort qui est mené par la formation, l'acquisition d'équipements et armements récents, maîtrise des technologies de pointe et complexes, entraînement et la préparation continue de combat. On a déjà parlé dans cette émission des différents exercices tactiques qui ont été faits par des balles réelles, notamment Al-Hassan al-Mani' 2025 et Somoud 25. Somoud 25, et donc c'était des exercices avec des armes réelles, parce qu'il s'agit aussi d'être prêt à toute éventualité. On a parlé des menaces récurrentes, etc. Et l'éditorial de Jaish évoque aussi cette diplomatie active qui aussi est au service de la paix et de la sécurité dans le voisinage. L'Algérie a toujours plaidé pour qu'il y ait une stabilité. On a parlé des problèmes, des solutions africaines aux problèmes africains, mais également à aider aussi les armées du voisinage dans les programmes de formation, etc. Il y a beaucoup d'officiers de l'armée africaine qui ont été formés à l'Académie de Cherchel et en Algérie. Les portes de l'Algérie ont été ouvertes dans ce sens, pour ce qu'il s'agit aussi de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la criminalité qui traverse les frontières, et la lutte aussi des interventions extra-africaines qui alimentent aussi des rébellions et qui appellent aussi parfois à un travail de coopération interafricain pour affronter un peu ces dangers et ces menaces. Je vais juste dire une phrase qui va être symptomatique. Je dirais que l'Algérie aujourd'hui ne plaide pas pour les conflits, elle plaide pour le droit. Bien sûr. Toute sa logique s'inscrit dans une question de droit international, national et régional, mais il respecte le principe du droit. Ce n'est pas le conflit qu'on alimente, au contraire, on veut la sécher. Absolument, c'est le respect du Mehdi, droit. alors l'ANP, fidèle héritière de l'ALN, a atteint un haut niveau de professionnalisme et de maîtrise technologique. Des budgets importants ont été mis à la disposition de l'armée nationale populaire, justement pour développer, autant sur le plan de vue technique que sur le plan de vue personnel, la sécurité de l'Algérie, qui est un pays continent. On est un pays qui est quand même immense, le 10e plus grand pays du monde, et nous avons besoin de forces terrestres, de forces d'aviation, de forces maritimes qui ont la possibilité justement de défendre la souveraineté de nos frontières. Ce qui est très important, je le répète à chaque fois, et c'est très important de préciser, c'est que l'armée nationale populaire a une vocation défensive et non expansionniste. Tous les armements que nous achetons, c'est pour sécuriser les frontières de l'Algérie. Et ce n'est pas avec aucune velléité expansionniste pour embêter d'autres pays dans le monde. Donc c'est important de comprendre que l'Algérie ne fait que se protéger et se défendre. Et ce développement des infrastructures militaires sont nécessaires vu la géopolitique mondiale. C'est pas un souhait. L'argent qui est distribué, qui est donné justement au budget de l'armée, c'est quelque chose qui est très important pour protéger la souveraineté de notre pays. Badis, un mot sur la réorientation stratégique de notre armée nationale populaire. Une réorientation, mais surtout aussi un réajustement, une adaptation aux mutations et aux défis surtout, les défis multidimensionnels. Aujourd'hui, notre armée
digne héritière de l'armée de libération nationale, fidèle au serment des Chouhada, et en adéquation avec les défis qui soient d'ailleurs frontaliers, crimes organisés, il n'y a pas que le terrorisme, hein, donc la lutte, mais surtout ce que j'aimerais rappeler, et ça a été dit d'ailleurs dans la revue, à juste titre, c'est que le taux de préparation, c'est-à-dire que la puissance de paix, notamment de notre armée, puisque j'aime le dire et le répéter à chaque fois pour que ça rentre bien, puissance de paix, donc c'est une puissance certes, mais au service garant de paix, notamment d'abord sur nos frontières, donc pour préserver, comme disait Mehdi, nos frontières dans une doctrine notamment de sanctuarisation de notre territoire, mais surtout aussi au service de paix et de développement. Et c'est là où je veux en venir, et d'ailleurs ça a été dit, parce qu'elle est complémentaire à la diplomatie. L'armée nationale algérienne, elle est au service aussi du dialogue. Et ça a été fait à maintes reprises notamment, en privilégiant le dialogue, je dirais toujours le dialogue, la mise en place justement de contextes favorables pour qu'ils puissent justement rassembler les acteurs notamment qui subissent des conflits parfois diligentés par des forces étrangères. Et là aussi je reviens sur notre ADN qui est celui du refus de l'ingérence étrangère, qui est très importante aussi dans cette équation, aussi l'architecture sécuritaire dans laquelle elle s'inscrit dans une inclusion totale et globale, à savoir être au service justement des pays qui sont en phase de déstabilisation. Mais encore une fois, j'aime le dire, aujourd'hui notre armée n'a rien à envier d'autres armées, puisque c'est une armée, encore une fois, qui est une puissance défensive souveraine, qui est dans une préparation totale et polyvalente, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à plusieurs défis, y compris cybercriminalité, cybersécuritaire, et aussi c'est, je dirais, une diplomatie positive de sécurité notamment, au service, encore une fois, de ses partenaires et alliés et amis. Très bien, merci messieurs, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour votre émission Hebdo Show. Et pour cette deuxième partie, on va parler de ce qui se passe en Iran. On le savait, le scénario possible depuis des années. C'est arrivé la nuit de jeudi à vendredi. L'entité sioniste a donc attaqué l'Iran, plongeant toute la région du Moyen-Orient dans l'incertitude. Les nombreuses frappes sionistes ont tué des membres de l'état-major général iranien, y compris le chef des gardiens de la révolution, ainsi que plusieurs hauts scientifiques nucléaires. L'Iran a contre-attaqué hier soir en tirant des dizaines de missiles balistiques vers l'entité sioniste. L'Algérie a dénoncé donc l'attaque de l'entité sioniste vers l'Iran, qu'elle a qualifiée de violation du droit international et de la souveraineté de ce pays donc qu'est l'Iran. Et dans la foulée, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, donc s'est exprimé. Mais avant de vous passer la vidéo, mesdames et messieurs, j'accueille avec nous autour de la table Monsieur Ahmed Kateb, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. On revient tout de suite donc à la situation en Iran. On écoute Ammar Benjama et on revient. Dès le début de nos travaux au Conseil, nous vous avons systématiquement mis en garde quant au risque immense d'une conflagration régionale entraînée par de nombreuses actions illégales et les nombreuses provocations d'Israël. Les événements d'aujourd'hui, malheureusement, sont venus confirmer la légitimité de ces mises en garde. Nous sommes maintenant confrontés à des actions délibérées d'agression. L'armée israélienne a procédé à des frappes coordonnées contre le territoire de l'Iran, ciblant tant des infrastructures militaires que des infrastructures civiles. Ces actions sont non seulement non provoquées et injustifiables, elles constituent également une violation odieuse du droit international, une violation de la Charte des Nations Unies. Comme l'indique très clairement l'article 2, paragraphe 4
de la charte, les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Voilà, c'était donc Ammar Benjama, ambassadeur de l'Algérie auprès des Nations Unies. Ahmed Kateb, je me tourne vers vous. L'entité sioniste viole une fois de plus le droit international en s'attaquant à l'Iran, pays souverain. Oui, c'est pas nouveau au fait, parce que il faut rappeler que l'entité sioniste avait déjà opéré en Iran il y a pratiquement une année déjà avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas. Donc c'était un assassinat ciblé au moment même où le nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, devait prêter serment. Donc il y a déjà un acte de terrorisme d'État commis par l'entité sioniste en Iran même. Ce qui se passe depuis 2 jours, ce n'est pas nouveau également, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes dans la guerre entre l'entité sioniste et l'Iran. D'abord, il y avait une sorte de guerre cybernétique. On se souvient des différents malwares, etc., qui avaient contaminé et bloqué des sites sensibles iraniens. Il y avait une guerre diplomatique. Aujourd'hui, il y a une guerre déclarée. Bon, de juré, non, mais de fait, il y a une guerre entre les deux États. Le problème qui se pose, c'est que l'entité sioniste bénéficie d'une impunité. Et c'est là le problème. D'un côté, on a les pays atlantistes, Washington, l'Union européenne et consorts, qui expriment leur soutien à Israël. Israël a le droit de se défendre, et je mets cette phrase entre guillemets. Ça a été rappelé par de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens. Il y a un soutien actif, quoique discret, des États-Unis qui est en train de donner des armes, des munitions à l'entité sioniste, si ce n'est le complexe militaro-industriel américain. Donc il y a toute une dynamique autour de cette agression sioniste contre l'Iran. Et aujourd'hui, on voit que les Iraniens répliquent. Il y va parce que c'est un jeu à somme nulle, en réalité. C'est quasiment existentiel pour les deux parties. L'Iran, si il n'arrive pas à se défendre et à répliquer, du moins proportionnellement à l'attaque qui a été menée par l'entité sioniste le vendredi 13, l'Iran sortira, disons, décrédibilisé. Donc il faut que l'Iran ait le même seuil de frappe, le même seuil de dégâts opérés au sein de l'entité sioniste pour qu'il puisse sortir grandi. D'un autre côté, l'entité sioniste, on le voit, et là, elle mobilise tous ses soutiens à l'international. Actuellement, il y a une salve de missiles iraniens qui a été lancée sur le nord de l'entité sioniste, notamment sur Haïfa. Après toute une journée de bombardement. Après toute une journée de bombardement. Et on a au même moment une agression sioniste contre le Yémen. Donc, concomitamment, les sionistes sont en train de bombarder et l'Iran et le Yémen. On voit qu'il y a une stratégie, Benyamin Netanyahou établit une stratégie de fait pour pouvoir renverser le rapport de force. Pour le moment, est-ce qu'il lui est favorable, oui ou non? Attendons les prochaines heures pour pouvoir se prononcer. Badis, est-ce qu'on va vers une escalade des tensions au Moyen-Orient? Est-ce que vous pensez que les choses vont se détériorer de plus en plus? En tout cas, c'est le projet de Netanyahou aujourd'hui, clairement. Depuis quelque temps, il souhaiterait une guerre plus globale, une guerre ouverte, un conflit ouvert. Et là, ce que j'ai qualifié de la gestion de chaos fonctionnel, puisqu'il est effectivement non seulement opérationnel, mais fonctionnel pour ses intérêts. Je rappelle juste au passage que ceci explique cela, parce qu'en géopolitique et surtout quand on a des guerres de cette ampleur-là,
Pas de surprise, puisqu'effectivement, on savait pertinemment depuis quelque temps que l'entité sioniste œuvrait ardemment à vouloir effectivement exterminer l'influence, mais surtout aussi la dissuasion iranienne, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et là, je reviens sur ce qu'on appelle, là, ça a été dit par le ministre de la Défense de l'entité sioniste, c'est une action préventive et qui rentre dans le cadre de la doctrine Begin, notamment à savoir Menachem Begin, qui est l'ancien Premier ministre, qui avait mis en place justement cette doctrine d'action préventive. Elle consiste à quoi? À considérer toute puissance régionale qui a ou qui aura l'arme nucléaire, il devient légitime et même un impératif de l'attaquer. Ça rappelle 81. Absolument, et de l'exterminer, effectivement, les origines. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une cause à effet, il y a une méthodologie systémique, notamment de l'entité sioniste, pour pouvoir justement, non pas juste anéantir le projet et le programme iranien, mais surtout aussi casser l'influence, casser aussi le soutien de la cause palestinienne, puis c'est ça dont il est question. Mais quand on parle d'action préventive et quand on parle de le droit, et je prends des pincettes et des parenthèses, et des grosses parenthèses notamment de l'entité sioniste à devoir se défendre, mais je dois rappeler à la communauté internationale, notamment à certains qui se sont empressés à avoir des déclarations irresponsables pour dire nous serons du côté de l'entité sioniste en cas de contre-attaque de l'Iran, mais qui a attaqué l'autre, qui a agressé l'autre. Et puis je rappelle aussi quelques éléments tangibles, mais surtout aussi factuels, mais sans équivoque, d'une évidence limpide. L'entité sioniste, depuis quelques mois, a attaqué la Syrie, elle a attaqué le Liban, elle a attaqué le Yémen, elle a attaqué Gaza, avec un génocide, avec une barbarie d'État. Elle a attaqué la Cisjordanie, elle a attaqué le Liban, et on vient nous dire aussi, on nous vient nous dire que non, c'est un acte préventif de défense parce qu'elle a le droit de se défendre. Et on ose nous dire que si l'entité sioniste subit une contre-attaque, ces partis-là se positionneront du côté de l'entité sioniste. Mais ils ont toujours tout à fait. Ils ont toujours été de son côté, parce que l'entité sioniste, c'est le bras mécanique, en fait. Le bras mécanique d'autres puissances dans cette région. Et d'ailleurs, le nom de cette opération, entre guillemets, c'est le peuple comme un lion, qui est une expression de la Torah. Ça veut dire que Netanyahou, il est toujours dans une guerre religieuse. D'ailleurs, des informations disent que Netanyahou n'est même pas en entité sioniste, il a quitté le Tel Aviv vers une destination européenne, pour se cacher peut-être, parce qu'on sait bien que autant l'armée israélienne que Netanyahou sont très très courageux, parce qu'ils tuent des bébés, des enfants à Gaza, et Badis en a parlé, on est à presque 56 000 morts, et cette opération contre l'Iran vise aussi à faire oublier ce qui se passe à Gaza, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement l'entité sioniste cherche à redorer son blason. À redorer son blason, à détourner l'attention, parce que c'est des spécialistes du détournement d'attention. Maintenant qu'il y a un mouvement solidarité internationale, que beaucoup de gouvernements occidentaux commencent à se poser des questions, que des médias maintenant s'interrogent, font des enquêtes, etc. Comment faire si on détourne? C'est peut-être l'un des objectifs. Je me dis que c'est l'un des objectifs. Peut-être, ça pourrait être. C'est des questionnements qui sont aussi posés sur la table. Et aussi, curieusement, l'AIEA, qui est l'Agence internationale d'énergie atomique, qui contrôle à longueur d'année le programme nucléaire iranien, ne s'est jamais intéressé au programme nucléaire israélien. C'est jamais, alors que tout le monde sait qu'il y a un réacteur qui s'appelle Demona, qui curieusement échappe à tout contrôle de l'AIEA, et qui est un cadeau de la France, pour le rappeler historiquement. Pourquoi ces deux points de mesure? L'Iran a signé le TNP, le traité de non-prolifération des armes, a toujours respecté ses engagements internationaux. Pourquoi on s'intéresse au programme nucléaire iranien et pas celui des autres? Et donc ce genre d'opération dévoile aussi le deux poids de mesure, parce que Badis a parlé de ces États occidentaux qui disent que nous allons défendre Israël. Israël a bombardé ses voisins, et le bombarde, comme l'a rappelé Badis aussi, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, etc. Ils l'ont toujours fait. Jamais ils ont été questionnés. Israël, en fait, est dans une provocation constante. Et c'est pour ça que la diplomatie algérienne a raison de dire que cet agresseur colonial jouit d'une impunité internationale. Que fait le Conseil de sécurité par rapport à ça? Par exemple, c'est une grande question. Je vous laisse finir votre idée. Pour finir mes propos, effectivement, moi j'ai une règle très claire. Quand l'ennemi attaque, c'est qu'il redoute effectivement la montée irréversible du front adverse. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'entité sioniste et son attaque odieuse, qui est une violation effectivement, mais on n'est pas la première ni à la dernière malheureusement violation, puisque là aussi je reviens sur
effectivement l'impunité, mais malheureusement l'immunité, puisqu'on assiste à une vétoisation aussi de ce conflit. Parfois pour le génocide, on l'a vu pour d'autres aspects, pour justement éviter de punir une fois pour toutes cet entité sioniste voyou. Mais c'est un acte aussi pour moi qui je dirais représente une certaine faiblesse, faiblesse stratégique, notamment qui aujourd'hui ont une démonstration de force voulu, parce qu'il y a un narratif derrière. Et d'ailleurs, là, je reviens un peu sur la deuxième règle qui, pour moi, est fondamentale et que l'entité sioniste a plus ou moins bien compris pour jouer sur les cordes, justement, du narratif et du récit. Qu'est-ce qu'on dit en géopolitique? Celui qui maîtrise le récit maîtrise la géopolitique. Et aujourd'hui, l'entité sioniste, justement, à travers cette démarche de devoir sempiternellement parler de droit de défense, de droit aussi d'être le promoteur de la démocratie. Attendez, de quoi on parle? Parce que certains, et d'ailleurs dans leur narratif aujourd'hui, notamment certains présidents de puissances européennes, ont évoqué que n'oublions pas que l'entité sioniste est la dernière démocratie, la seule démocratie existante au Moyen-Orient, et nous devons corps et âme la défendre. Donc vous voyez qu'elle a la maîtrise du récit qui aujourd'hui, par voie de conséquence, mais surtout par contrainte, oblige ces puissances, notamment occidentales, d'avoir un laisser-faire passif et surtout aussi un mimétisme stratégique envers l'entité sioniste. Alors Gamal, vous n'étiez pas du même avis que Faisal. Vous ne pensez pas que l'entité sioniste cherche à détourner l'attention sur ce qui se déroule à Gaza? Non, parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe à Gaza. Ça fait 1 an et demi qu'ils massacrent les Palestiniens. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont l'Occident avec eux, donc c'est pas un problème. N'oublions jamais ce qu'est cette horreur qu'on appelle l'entité sioniste. Entre 60 et 70, on avait dit qu'il y avait un Hitler au Moyen-Orient, qu'on présentait avec une moustache. C'était Nasser. C'était le nouvel Hitler. En réalité, Nasser, c'était un décolonialiste, c'était un humaniste, ça n'a rien à voir avec Hitler. Hitler est un monstre occidental. Par contre, il y a un nouvel Hitler au Moyen-Orient qui est arrivé, je le nomme tel qu'il est, ce barbare, qui s'appelle Netanyahou. C'est le nouvel Hitler. Pourquoi? Parce que, ça a été dit à l'instant, guerre préventive. Alors ça, c'est une notion intéressante. Les guerres d'agression deviennent préventives. Mot magique pour pas dire j'agresse. Ils l'ont fait combien de fois? Le narratif. C'est le narratif. En 56, guerre préventive contre l'Égypte avec la France et l'Angleterre. Ensuite, on remet à nouveau les coups en 67. En 73, pour la première fois, les Arabes se défendent. Pour la première fois. Et leur mettent une raclée. Les États-Unis viennent les sauver. Ensuite, en 82, on envahit le Liban. En 81, aux Irak, on va bombarder la centrale nucléaire. En 82, on envahit le Liban. Ensuite, on occupe le Liban jusqu'en 90, 2000. On fait des guerres de succession. On attaque la Syrie, on envahit la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, le Golan leur appartient, mais plus la moitié le tiers de la Syrie est contrôlé par les sionistes. On attaque évidemment l'Irak, on attaque le Yémen, on attaque évidemment le Liban, et il en souffre depuis des décennies, maintenant l'Iran. Ce qui se passe, c'est que cette entité maléfique, ces barbares d'Occident, ce ne sont pas des Juifs. Il ne faut pas leur donner ce nom-là, ce sont des Occidentaux. Il faut comprendre que c'est la 9e croisade. Ils se sont plantés 8 fois entre 1000 et 1200. Maintenant, ils recommencent. Alors, il faut comprendre la logique qui participe à cela. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'ils frappent l'Iran, ça fait 37 ans qu'ils fantasment de cela. 37 ans qu'ils poussent les Américains à y aller à leur place parce qu'ils n'avaient pas le courage de le faire. Et là, au bout de 37 ans, les Iraniens savent depuis très longtemps que les sionistes veulent leur peau. Eh bien, les Iraniens sont préparés. Ils ont une industrie lourde, ils ont les moyens offensifs, ils maîtrisent les satellites, ils ont leurs lanceurs. C'est une grande puissance technologique, l'Iran, avec des moyens défensifs très importants, donc un territoire imprenable. Mais ils ont aussi développé la balistique jusqu'à 3000 km sur différents missiles. Et ils ont dit, si on nous attaque, vous allez vous en mordre les doigts. Et Israël, en attaquant l'Iran, a cru faire main basse sur un pays facile à avoir en entraînant l'Amérique. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un pays qui est en panique parce que le 7 octobre, ils ont été mis en difficulté. Oui. Et parce que l'Iran a répondu de façon très glorieuse de sa part, je les en félicite, ils ont frappé au cœur de cette entité en disant quoi? En disant, vous tuez du Palestinien, vous tuez les civils, nous toucherons vos villes. Très bien. Et c'est en cela qu'il faut rappeler, aujourd'hui, c'est important, je vais finir mon propos, parce qu'on ne va pas faire l'économie de ça, que l'occupant aujourd'hui est sioniste, c'est un Européen qui vient faire la guerre à un peuple arabe qui lui a rien demandé. Et que cet occupant est une métastase qui est en train de métastaser dans tout le Moyen-Orient, parce que le délire de Netanyahou, c'est de dire, nous allons remodeler la région, je traduis, nous allons humilier, écraser et définitivement en finir avec la résistance palestinienne. Alors messieurs, les médias annoncent des explosions du côté de Téhéran, mais aussi du côté de la Palestine occupée. Ahmed Kateb, jusqu'où est-ce que ça peut aller selon vous? C'est intéressant de suivre ce qui se passe. Il y a un risque d'escalade, oui, mais pour le moment, on n'est pas dans la stratégie du fou, du moins côté iranien. Pourquoi? Pour les Iraniens, il aurait été très facile de bombarder Dimona. Ça n'a pas été fait. Les sites, le site notamment, le principal site iranien, Fordo,
qui se trouve à 800 mètres de profondeur oui. sous une montagne de granit est sauf. Donc il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Le problème maintenant, c'est le risque de débordement sur des infrastructures énergétiques et c'est économique. Et c'est là où tout peut basculer. Pour le moment, donc il n'y a pas de stratégie de fou. On sent que les deux protagonistes maîtrisent plus ou moins. Il y a une graduation dans cette escalade, mais sans pour autant toucher l'industrie énergétique, les hydrocarbures, etc. La Chine importe pour pratiquement 50% de son énergie d'Iran. Donc imaginez si un port comme celui d'Abadan, un port pétrolier, un terminal pétrolier sur le golfe arabo-persique est touché. Imaginez si les pipelines également sont touchés. Donc il y aura une explosion des prix du Brent, ça c'est sûr, mais surtout une panique généralisée concernant l'énergie à travers le monde. Et c'est là où on sent qu'il y a une sorte de maîtrise. Jusqu'à tout à l'heure, les Américains pensaient pouvoir convaincre les Iraniens de faire le voyage à Mascate pour poursuivre les négociations. Donc il y a des fenêtres d'opportunité. En politique et en stratégie, tout est possible. On n'est pas dans la stratégie du fou, certes, mais pour le moment, on continue à observer. Pour les sionistes, le timing est celui de 15 jours à 2 mois pour cette guerre. Les Iraniens n'ont pas précisé, mais ils promettent des salves plus meurtrières contre l'entité sioniste. Alors il faut ça. Oui, allez-y. Non, je rappelle que l'Iran n'a rien demandé. L'Iran ne cherche pas la guerre. L'Iran, elle cherche au fait à construire, à fabriquer une dissuasion, une équation dissuasive. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs à l'entité sioniste depuis quelques années, comme ça a été dit effectivement. L'Iran qui revendique son droit à se défendre. Tout à fait. L'Iran qui n'a jamais attaqué. Même l'Iran-Irak, c'était l'Irak qui avait attaqué. Tout à fait. Non, mais surtout que l'Iran aujourd'hui défend ce qu'on appelle la doctrine du seuil stratégique. C'est-à-dire qu'elle est capable, et elle a la capacité effectivement d'imposer une guerre d'usure que l'entité sioniste ne pourra pas supporter. Comme vous l'avez effectivement dit. D'ailleurs, dans la première frappe de l'Iran, la contre-attaque de l'Iran il y a quelques mois, elle s'est attaquée rapidement, mais d'une manière soft, à certaines stations, des gisements gaziers offshore, puisqu'on sait que l'entité sioniste, bien sûr, sur les territoires occupés, notamment en matière d'exploitation offshore maritime, elle a le Tamar, elle a le Léviathan et elle a le Karish aussi. Donc plusieurs gisements, effectivement, que certains ont été touchés. On a tout de suite vu, en fait, effectivement, la panique générale, notamment en matière d'énergie, elle qui se veut être un hub énergétique pour l'Europe. Donc pour vous dire, sur les ruines, notamment d'un territoire occupé. Avec le gaz palestinien. Avec le gaz, c'est ce que je parle, de territoire occupé, effectivement. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une espèce de calcul systémique, malheureusement, et là je rejoins un peu sur le fond, où la logique militaire a pris le dessus sur la diplomatie. Je rappelle, et ça a été dit, que demain, normalement, on était censé avoir un rendez-vous de négociation entre les Américains et les Iraniens à Mascate. Et en même temps, vous avez l'entité sioniste qui, de l'autre côté, choisit l'escalade militaire pour des raisons aussi d'intérêt clanique ultra personnel. Rappelons-le, Netanyahou aujourd'hui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il sort du Knesset où il a une épée de Damoclès qui s'appelle la motion de censure. Par qui? Par les Haredim, par les ultra-orthodoxes, notamment par rapport à une résolution qu'ils voulaient faire passer pour mobiliser l'armée, les Haredim, justement les ultra-orthodoxes, dans l'armée israélienne. Ça ne passe pas. Et donc aujourd'hui, ils préfèrent effectivement détourner l'opinion publique vers une cause commune qui va rassembler les Israéliens vont debout aux côtés de Netanyahou et de son gouvernement qui devient illégitime, on pourra en parler plus tard, pour pouvoir justement gagner quelques, gagner quelques légitimités factices, notamment dans sa guerre contre l'axe du mal, rappelons-le. Et en même temps, vous avez aussi une entité sioniste, et je conclue là-dessus, qui, de l'aveu du ministre des Affaires étrangères iranien, qui évoquait que l'entité sioniste a déjà commencé à demander à certaines puissances occidentales de demander à l'Iran d'arrêter sa contre-attaque. Alors on doit rappeler également que l'entité sioniste, pendant ce temps, poursuit également son agression sur Gaza, messieurs, ça il ne faut pas l'oublier. Gaza qui est toujours à feu et à sang, les Palestiniens qui sont toujours encerclés par l'entité sioniste, par les soldats de
et qui n'ont toujours pas de quoi manger, de quoi survivre. On rappelle ce blocus sur Gaza, et vous le savez, des milliers de citoyens issus d'une cinquantaine de pays devaient se retrouver ce jeudi au Caire pour entamer le lendemain, donc hier vendredi, une marche en direction du poste frontalier de Rafah qui sépare donc le Sinaï de Gaza, une marche baptisée Global March to Gaza, et en parallèle il y a aussi la caravane Somoud, un convoi parti donc de Tunis et qui regroupe lui aussi des milliers de citoyens maghrébins censés rallier la bande de Gaza. Et donc voilà, donc cette caravane a elle aussi été stoppée, elle est au niveau de la Libye en ce moment. Faisal, est-ce que vous avez plus de détails pour nous? Effectivement, l'antisémitisme continue de bombarder. Vous l'avez dit, nous sommes à 56 000, presque 56 000 victimes, plus de 125 000 morts, plus de 210 journalistes, des secouristes, des ambulanciers, des médecins, etc. Et aujourd'hui même, il y a aussi un bombardement de Khan Younes. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement dans la région de Gaza. Et vous l'avez dit, Nouhad, il y a un mouvement de solidarité internationale très important qui commence à se développer, parce que le narratif évoqué par Badis d'entité sioniste, etc., par rapport à ça, par rapport à sa défense, à sa sécurité, à l'axe du mal, etc., est en train de tomber. La propagande militaire et la contre-propagande est en train de la guerre de l'opinion publique est perdue. Oui, pour elle est perdue. Je l'antisémitisme. pense qu'elle est définitivement perdue, parce qu'à un moment donné, il y avait de sympathie par rapport au passé européen des Juifs, etc., l'Holocauste, etc. Là, c'est ces victimes ou ces prétendues victimes de l'Holocauste qui sont en train de commettre un autre. À Gaza, comme on voit à l'image, c'est la guerre donc, contre la population. Et ce mouvement, je pense qu'il va prendre de l'ampleur. Il va prendre de l'ampleur, pas uniquement en Afrique ou dans le monde arabe, mais également en Europe, parce que quand même, aujourd'hui même, il y a eu plusieurs rassemblements en France pour demander la libération, notamment d'un journaliste qui s'appelle Yanis Mhamdi, qui est toujours détenu, qui est journaliste de Blast, et qui a produit un documentaire contre le criminel de guerre Netanyahou, et je pense qu'ils sont en train de lui faire payer ça, parce que l'entité sioniste ne cède pas, ne recule pas, elle jouit de l'immunité et de l'impunité, donc elle punit les journalistes, punit aussi la population, et je pense que ce mouvement est salutaire, parce que ça va peut-être faire bouger certains capitales occidentales qui continuent à croire que Israël, qui est une puissance occupante, a le droit de se défendre. Vous savez, il y a un truc qu'il faut relever là-dessus, c'est important, une fameuse phrase. On n'a jamais observé dans l'histoire de l'humanité autant de peuples se mobiliser pour cette question-là contre leur gouvernement. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent spontanément parce qu'ils en ont assez de voir qu'effectivement, il y a une complicité active des gouvernements occidentaux. Très bien, Gamal, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, vous aussi, messieurs, mesdames et messieurs. On revient après la pub. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre pour cette troisième partie d'Hebdo Show. Toujours avec nous autour de la table, monsieur Ahmed Kateb, expert des questions internationales. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Alors on revient à notre sujet du débat, c'est cette caravane et ce mouvement de solidarité envers le peuple palestinien. Monsieur Ahmed Kateb, je me tourne vers vous. Alors cette action, donc il y a cette marche donc vers Gaza, il y a également ce convoi qui s'appelle donc Somoud. Tous sont là pour la même et unique cause, c'est la solidarité envers le peuple palestinien, la fin de ce blocus. Ils réclament la fin de ce blocus, l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et le cessez-le-feu bien évidemment donc à Gaza. Mais cette action semble sérieusement compromise au vu de la situation actuelle, au vu des conditions difficiles auxquelles se trouve confrontée la région actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle est compromise. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des gouvernements qui bloquent, notamment le gouvernement égyptien, qui a refoulé non seulement les Algériens, mais également les différentes nationalités. On rappelle qu'elles sont nombreuses. Etc. Donc il y a eu un refoulement massif des étrangers venus par avion au Caire pour pouvoir participer à cette marche en direction de Rafah. Et il y a également le blocage de la caravane Somoud au niveau de la Libye par le général Haftar. Donc on peut comprendre l'équation. C'est ce que je voudrais dire par contre, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'assister à cette levée en masse de ces damnés de la guerre qui, émus par le sort réservé au peuple palestinien, se sentent tous concernés par ce drame qui dure depuis
1917. Parce qu'il faut le rappeler, ça ne dure pas depuis 2023. Ce n'est pas le 7 octobre. C'est à partir de la déclaration de Balfour, le 2 octobre 1917. Là, c'est là où le drame du peuple palestinien a commencé. Au lendemain de la création du sionisme. Au lendemain de la création du sionisme. Donc, il y a cette logique en filigrane de retour, de ce messianisme sioniste, de retour sur cette prétendue terre promise. Mais, pour revenir aux damnés de la terre, que sont tous ces personnes, toutes ces mouvements de solidarité. Et Frantz Fanon, j'ouvre une parenthèse, en juillet 2025, dans un mois, moins d'un mois, on va célébrer le centenaire de sa naissance. Donc il faut rappeler que Fanon est un monument dans l'histoire décoloniale, est un monument dans l'histoire de l'Algérie qu'il faudrait peut-être convoquer, revisiter, relire et mettre au goût du jour, parce que tous les peuples qui se sentent épris de liberté se reconnaissent en Frantz Fanon. Frantz Fanon, donc penseur algérien, on le rappelle. Il y a cette manifestation mondiale que Bertrand Badi qualifie de temps des humiliés. Donc ces humiliés, ces gens qui pendant des siècles ont été humiliés par le colonialisme, par l'impérialisme, qui sont aujourd'hui vent debout pour dire halte au sionisme, halte au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme occidental. Il y a justement cette reconnaissance au sein des sociétés européennes de ce drame qui a été provoqué par leur propre gouvernement. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'il faudrait parler à ces gens-là, il faudrait jeter des ponts et tendre la main à ces représentants qui se sentent concernés, qui se sentent interpellés par le drame du peuple palestinien. Et c'est là où on peut créer une solidarité sud-sud, une solidarité globale, pour dire que le sionisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme sont tous la même matrice de cette grande injustice internationale et historique qui malheureusement pénalise le peuple palestinien. Et peut-être rendre hommage aux syndicalistes aussi français du port de Marseille et également de l'aéroport Orly, qui ont bloqué l'acheminement d'armement et d'équipement vers l'armée sioniste, un équipement français. Rendre hommage aussi au Parlement irlandais, rendre hommage aussi au Parlement espagnol, parce qu'il y a quand même en Occident, malgré tout, il y a quand même, comme on voit, la militante Thunberg, la suédoise aussi, qui était dans la flottille de la liberté, qui a été malheureusement interpellée dans les eaux internationales. Encore une fois, l'antisioniste viole le droit international. Donc il y a quand même, c'est un acte de piratage. Et d'ailleurs, il y a toujours des personnes qui sont, dont le journaliste Yanis Mohamdi, qui sont toujours détenus d'une manière tout à fait illégale. Rendre hommage aussi à l'eurodéputée française Rima Hassan, qui a aussi... Et à toutes les personnes qui étaient avec elle, 12 personnes, dont un Brésilien et des Français, Espagnols, etc., qui ont quand même affronté le danger, parce que l'antisioniste, par le passé, rappelez-vous, elle a bombardé aussi un navire du même type, Marmara. Et donc ces personnes il faut saluer leur courage, parce que malgré les attaques, parce que la flottille de la liberté a été attaquée notamment par l'extrême droite française, par les médias proches de cette tendance. Et il y a aussi d'autres mouvements à travers le monde, dans les universités américaines, britanniques, en Pays-Bas et ailleurs dans le monde, qui se solidarisent chaque jour et qui bravent un peu l'interdit, parce qu'à un moment donné, se solidariser avec la Palestine, c'est considéré comme un acte criminel, et vous pouvez même aller en prison parce que vous avez exhibé le drapeau palestinien sous prétexte qu'il y a l'antisémitisme, etc. Donc il y a quand même un mouvement international, mouvement populaire, des intellectuels, des artistes britanniques, des artistes aussi français, et des écrivains qui se solidarisent avec le peuple palestinien. Mahdi, est-ce qu'on peut dire que les Palestiniens ont remporté le combat de l'opinion publique alors qu'ils meurent clairement sous les bombes de l'entité sioniste et dans cette famine aussi qui leur est imposée? La guerre de la communication, je pense, a été gagnée par la vérité, a été gagnée par ce qui se passe, tout simplement. Les Palestiniens, on ne peut pas dire qu'ils sont sortis vainqueurs. Avec 56 000 morts, ça serait indécent, irrespectueux envers la mémoire des martyrs, des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts sans rien demander à personne, avec des bombes tirées à partir de drones lâchement pour atteindre
l'inconcevable. Donc, une guerre de communication a été instaurée dès le début de ces attaques non ciblées, puisque je précise que c'est des attaques non ciblées. Ils tuent à l'appel. Et le problème, c'est que aujourd'hui, je pense que 2 ans après, le monde commence, du moins, à ouvrir les yeux. Quand on parle de la flottille de la liberté, ce qui m'a le plus choqué dans tout le déroulement de cette traversée de Rima Hassan et de ses collègues, c'est que les politiques français ont plus parlé, dénigré, insulté et vociféré sur la flottille de la liberté que sur 56 000 morts en Palestine. Oui. Et qu'un bateau qui doit faire 20 mètres ou 25 mètres a plus dérangé leur conscience que tous les morts qu'il y a eu depuis 2 ans qui ont été injustement tués et lâchement tués. Donc c'est là où vous voyez le 2 poids 2 mesures et où vous voyez la différence entre la sensibilité d'un être humain et la sensibilité de machine à broyer. Et ce que je trouve aussi inconcevable, et ce qui me paraît, moi, complètement lunaire, c'est qu'on continue à faire passer ce gouvernement comme un gouvernement qui défend l'État israélien. Ce n'est pas vrai. C'est un gouvernement qui attaque, c'est un gouvernement qui tue, c'est un gouvernement qui ne fait aucune différence entre un combattant ou un bébé de quelques mois. Et c'est ça tout le drame. C'est qu'il n'y a pas de justesse, et c'est pour moi ce que je qualifie d'un génocide. Il n'y a pas d'autre mot que de dire que ce qui se passe actuellement en Palestine occupée, c'est un génocide. Et un génocide malheureusement en 4K, en live, en direct. Et l'histoire se souviendra de toutes les personnes qui ont aidé ce génocide à continuer à se faire le plus normalement du monde. L'histoire n'oublie rien et les images resteront. Les images de ces enfants qui pleurent leur mère, leur frère, leur père, qui sont tués sous leurs yeux, des enfants qui ont été brûlés vifs, des personnes âgées qui ont été brûlées vives également. Toutes ces images resteront comme un génocide du XXIe siècle. Alors l'histoire n'oublie rien justement, et dans cette histoire il y a le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, Badis, qui décident de sanctions contre les ministres sionistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, 2 criminels de guerre. Tout à fait, c'est un glissement tectonique, notamment de la géopolitique et surtout des positionnements de certains États et puissances occidentales pour mieux être à même de gérer leur opinion publique respective dans leur propre pays. Et c'est là où peut-être, je l'avais dit il y a quelques mois déjà sur la question palestinienne, où le vecteur, ou le facteur, ou le levier populaire sera le levier, je dirais, fondamentalement le plus important et le plus potentiellement efficace pour changer les lignes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui effectivement avec ces sanctions. Ce sont des sanctions d'abord qui, pour condamner les ultra-sionistes, notamment israéliens, pour les isoler davantage, mais surtout aussi pour aller dans le sens des peuples. Et là, je reviens un peu sur les mouvements qu'on a vus tout à l'heure, notamment la marche et aussi la flottille, mais également le convoi maghrébin Somod Résilience, vous voyez bien. Moi, j'en tire quelques enseignements, si vous me permettez rapidement, parce qu'ils sont très importants et on peut mettre en perspective avec la cause palestinienne qui est devenue finalement la boussole de la morale, notamment planétaire, mais surtout aussi le miroir de l'ordre mondial dévoyé. C'est ça dont il est question, ce que tu disais, Mehdi, sur le double standard, notamment en matière de gestion de la cause palestinienne. Donc, qu'est-ce qu'on soulève dans ces mouvements quasi spontanés, puisque rien n'a été calculé, c'est que c'est l'humanisme des êtres humains qui a primé notamment dans ces actions nobles, louables, honorables, mais surtout aussi historiques, puisqu'il est question aussi, au-delà des peuples, de s'inscrire dans une démarche du bon côté de l'histoire, chose qu'elle n'a pas compris certaines puissances occidentales à ce jour. Donc on a véritablement une espèce de convergence planétaire des consciences. D'accord ? Nous avons ça, nous avons aussi un soulèvement, ce que j'ai qualifié de soulèvement éthique, globalisé, mondialisé. En d'autres termes, c'est quoi ? C'est clairement une insurrection morale des peuples
pour se mettre du bon côté de l'histoire et se mettre du bon côté, notamment des humains qui se font massacrer à travers un génocide étatique et une barbarie d'État. Et puis, je reviens sur Somoud, l'action Somoud. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne aussi que nous avons effectivement une solidarité maghrébine existante qui est parfois décorrélée des logiques des officiels des États, certains États. Quand je prends le Merzenne et sa normalisation, ou même d'autres peuples, notamment comme les Émirats, qui normalisent avec l'entité sioniste, parfois même qui leur vendent, qui leur achètent des armes au même moment où ils sont en train de effectivement exterminer tout un peuple. Et nous avons aussi ce que j'ai qualifié de panarabisme positif, renaissant, populaire, qui est dicté par ce qu'on appelle la diplomatie de la société civile, la diplomatie populaire au service de la paix, au service surtout du vivre ensemble, puisqu'il est question aujourd'hui justement de transcender les clivages idéologiques, religieux, culturels, pour mettre que la Palestine et seulement la Palestine au centre du débat public et au centre du débat planétaire. Je reviens sur la flottille qui est un acte de piraterie, je le conçois, et d'ailleurs qui est finalement une fuite en avant de l'entité sioniste avec son isolement diplomatique. Nous avons parlé tout à l'heure effectivement du conflit avec l'Iran, qui est une impuissance avérée, caractérisée de la part de l'entité sioniste par rapport aux pressions diplomatiques, parce que c'est ça dont il est question. Et je reviens sur ce que vous disiez par rapport à ces États qui ont pris cette action, une première action, elle n'est pas encore complète, mais effectivement qui donne une dynamique défavorable à l'entité sioniste. Je reviens sur la flottille, et ça a été contre-productif finalement pour l'entité sioniste, puisque d'abord, par la criminalisation de la solidarité, elle se met en hors-la-loi de l'humanisme, clairement, et je dirais d'une manière sans équivoque. Et puis surtout aussi, aujourd'hui, à travers ces mouvements et cette flottille, nous avons eu là l'internationalisation de la cause palestinienne qui est devenue le centre, la boussole, notamment de la morale et des causes justes et des luttes justes des peuples à travers le monde. Donc finalement, l'entité sioniste a fait de la pub à travers cette violation, énième violation qu'elle sait faire depuis des décennies, mais surtout aussi elle a démontré qu'un simple petit bateau pourrait nuire, pourrait déstabiliser le narratif de l'entité sioniste. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter là? Cette flottille qui a été donc interceptée donc par l'entité sioniste, est-ce que ce sera la dernière? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y a déjà eu 10 missions civiles maritimes, il y a des missions civiles terrestres, j'ai des amis qui ont participé à cela. Je dirais deux choses importantes par rapport à ça. Évidemment, il y a un rapport de force qui s'est installé, un rapport de force idéologique, l'humanisme contre la barbarie. La barbarie étant sioniste aujourd'hui, c'est indiscutable. Un État génocidaire, je ne sais même pas comment cette population peut continuer à accepter de vivre sous une telle horreur, hein, parce que ça rappelle vraiment le nazisme pour le coup, avec toutes les méthodes, affamer la population, bombardement de masse, tuer les civils. Bref, on est dans quelque chose de très sale, avec un camp de concentration géant qui est Gaza, des enfants par milliers tués. Le chiffre de 56 000 est un chiffre officiel. Au départ, on mettait en cause les chiffres du Hamas, maintenant on les accepte. Mais c'est largement au-dessus, malheureusement. On peut estimer que 10% de la population a été assassinée par ces barbares, parce qu'il faut les appeler pour ce qu'ils sont, des barbares. Eux, ils prennent un missile, ils pleurent pendant des mois, mais par contre, ils peuvent mettre 100 000 tonnes de bombes, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux de deux choses. La première, c'est qu'à L24, l'aide d'Ocho avait annoncé, à l'aide d'Ocho, la marche to Gaza. Oui. C'était une exclusivité mondiale, en l'occurrence. Et ça s'est mis en place très rapidement. 54 pays qui ont rejoint cette marche. Je suis très heureux d'avoir pour ami, et je le répète et je le dis de façon très claire, Rima Hassan, qui est une femme courageuse, une femme de conviction, une femme qui ne recule pas et qui nous a rendu hommage aussi. Elle est venue en Algérie, vous le savez déjà. Puis surtout, elle a fait référence à son sourire, le sourire de l'Arabie Mehdi. Elle a dit, c'est à lui, c'est ma référence. Sa boussole, c'est le pays qui a lutté contre le colonialisme de peuplement et qui a su vaincre ce colonialisme barbare de peuplement. Mais je dirais que ça ne va pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui, les consciences de ces États qui manifestement ont décidé d'oublier la conscience, puisqu'ils soutiennent le monstre qu'ils ont créé, je parle de l'Occident, eh bien les consciences, c'est les populations qui les mettent en place. Et on se rend compte que le monde entier manifeste pour Gaza, que le monde entier sort les drapeaux palestiniens. Et là, on peut parler d'échec consommé de la part de l'entité barbare, c'est qu'ils ont voulu effacer l'idée de la Palestine et qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de drapeaux palestiniens à travers le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conscience collective mondiale est palestinienne. La victoire est totale de ce point de vue-là. Maintenant, ils attaquent un géant. Tout à fait, oui, à tout point de vue. Donc maintenant, quand on met Rima Hassan en prison, enfin, quand on l'interpelle de façon comme des pirates, on la kidnappe. Qu'on la met en prison. Utilisons les termes, Gamal. Tout à fait kidnappée. J'y allais justement. Et qu'on la prend en otage. C'est pas Rima Hassan qu'on prend en otage. Malgré son unité parlementaire. J'y arrive justement. Ce n'est pas Rima Hassan qu'on prend en otage. C'est le Parlement européen. C'est l'Europe. On humilie l'Europe. Votre député, ça compte pas. Pourquoi? Parce que dans le fascisme,
sioniste, l'arabe qu'il voit ne vaut pas grand-chose. Oui. Le problème, c'est qu'en Europe, il y a des principes humains qui disent qu'un être humain vaut un être humain. Et ça, c'est une erreur stratégique qui a démontré à quel point ils ne s'affranchissaient toutes les règles de morale et qu'ils se figent de la morale parce que dans leur délire, et c'est là où c'est inquiétant, ils pensent être le peuple élu, le peuple des Lumières, la race supérieure. Et encore une fois, ça renvoie à un nazisme. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la victoire palestinienne, avec le prix monumental, c'est 2 à 3%, voire 10% de la population qui a été exterminée à Gaza. Ce prix monumental restera dans les mémoires collectives comme étant un lourd prix à payer pour les dirigeants occidentaux qui ont laissé faire. Ahmed Kateb, je voudrais votre avis sur cette convergence planétaire des consciences, comme l'a si bien dit Badis Renissa tout à l'heure. Oui, il y a certes une convergence des consciences et là où c'est intéressant également, c'est qu'on voit que cette conscience internationale, mondiale, pro-palestinienne est en train de renverser le narratif qui a été imposé non seulement par l'entité sioniste, mais surtout par les médias mainstream, Oui. alignés sur ce narratif. Donc on voit qu'aujourd'hui, des célébrités, des chanteurs, des joueurs, des acteurs, etc., s'affichent publiquement avec le drapeau palestinien, chose qui était vraiment très rare, sinon quasiment impossible il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on affiche clairement ses convictions pro-palestiniennes et ce sont ces gens-là qui sont en train de capitaliser tout cet élan de sympathie, toute cette solidarité autour de la cause palestinienne et qui renverse justement un narratif qui a trop longtemps duré, celui qui faisait référence Palestine est égale à l'antisémitisme. Oui. Il n'y a peut-être qu'en France où il y a de la résistance par rapport à ça. Et le cas français est très intéressant. Pourquoi ? Parce que d'abord, on voit que les Français ne se sont pas encore départis de leur propre complexe. Tout à fait. Leur propre Vichy soit. Vichy soit. Et bien avant Vichy, c'est le complexe qui date de l'affaire Dreyfus. Donc on est dans une continuité où les Français se sont obligés de s'afficher publiquement pro-sionistes, pro-israéliens, pour dire, écoutez, on est en train d'absoudre les péchés de nos aînés. Donc là, on peut situer l'exception française. On ne trouve pas la même chose ni en Espagne, ni en Irlande, encore moins en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe. Donc le cas français est un cas symptomatique qui renseigne sur une histoire tourmentée où les Français n'arrivent pas à dépasser le complexe de Vichy, le complexe de Dreyfus et la collaboration active de leur État entre 40 et 45 avec le nazisme, la déportation des Juifs. Ici en Algérie, les Juifs qui ont été déclarés citoyens français par le décret Crémieux en 1871 ont été déclassés. Donc les Juifs ont été rendus à leur condition d'indigènes. Il faut peut-être rappeler un truc avant important, c'est qu'avant même 40, il y a Drummond qui est député français d'extrême droite, antisémite, qui avait un journal très connu, à la Libre Parole, si je ne me trompe pas. Il était député en Algérie, il arrive en Algérie et une centaine de Juifs algériens sont fait tuer à cause de lui. Tout à fait. Donc c'est un vrai problème qui est très ancien. Ça ne date pas seulement de 40. Et là, on comprend pourquoi les Français aujourd'hui se veulent plus sionistes que les sionistes eux-mêmes et sont avec cette fougue aux côtés de l'entité sioniste, alors que tout le monde est en train de voir, de comprendre qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, se placer du bon côté de l'histoire. Alors, faut peut-être, pardon Faisal, je vous donne la parole tout de suite, il faut peut-être juste rappeler que c'est peut-être pas tous les Français qui sont de ce bord-là, on va le dire, parce que rien que ce matin, la mairie de Saint-Denis a réitéré donc son soutien à la cause palestinienne en hissant le drapeau palestinien. Parce qu'à un moment donné, en France, vous savez qu'on a tenté aussi d'interdire d'exhiber le drapeau palestinien. Exactement. Et en France, peut-être c'est le seul pays au monde aussi, Ahmed, où on comprend le sémitisme. Parce que les Arabes, c'est également des sémites. Oui, des sémites. Et pour eux, les antisémites, c'est également des Juifs. Et quand on a rappelé ça, il y a un deuxième pays, c'est l'Allemagne. En Allemagne, c'est parce que... pour faire l'analogie entre
antisémitisme, antisionisme. C'est très grave ce qu'ils font. Oui, en France, il y a aussi une loi qui interdit d'ouvrir tous les débats sur l'Holocauste. Vous n'avez pas le droit de faire des recherches sur l'Holocauste. Si vous l'évoquez, vous allez en tribunal, etc. Mais Ahmed a raison en parlant d'une muraille de la peur qui s'est brisée. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'un artiste d'Hollywood, on a parlé dans une émission précédente de ces artistes d'Hollywood qui ont signé aussi une pétition pour dénoncer le génocide à Gaza, tout de suite après, vous n'avez plus de contrat avec les studios d'Hollywood. Ils sont boycottés, ils sont interdits d'antenne. En France, ce procédé dure toujours. Vous connaissez Blanche Gardien, excusez-moi. Vous connaissez Blanche Gardien? Oui. J'ai rencontré il y a 3 jours. Elle est blacklistée comme jamais parce qu'elle a fait un sketch moqueur où elle dit je ne suis pas antisémite, mais on va me qualifier d'antisémite. Ils l'ont totalement exclu du tout le blacklisté. Oui, si vous dites dans quelque chose qui critique. Parce que la conclusion, c'est que Pascal Boniface, le chercheur de l'espace, qui est maintenant attaqué. Rima Hassan, elle est menacée de mort. Il y a eu beaucoup de menaces de mort contre elle, parce qu'elle a eu une position politique. Le Parlement européen qui s'est tué sur le kidnapping de Mme Rima Hassan, le silence même de la diplomatie française. Vous savez que le président français avait dit il y a quelques jours qu'il allait organiser un grand congrès à New York pour plaider pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ce congrès a été annulé ou reporté à une date, on ne sait pas s'il sera fixé. Alors que maintenant, il y a plus de 140 pays au monde qui ont reconnu l'existence de l'État 149, l'État palestinien, que c'est devenu une réalité historique et politique. Ce n'est plus un débat, un sujet de débat, et ce n'est plus à mettre en doute. Et ce mouvement et cet élan d'artistes, de footballeurs, de stars de cinéma, etc., en faveur du peuple palestinien, de journalistes aussi, parce qu'il y a aussi des journalistes courageux qui quand même osent casser l'omerta et le silence imposé autour de la question et du drame du peuple palestinien. Cela va dans le sens de l'histoire, va dans le sens de ceux qui reconnaissent donc le droit du peuple palestinien de disposer de ces terres. Très bien, merci Faisal. Je vous donne la parole à vous, Badis Nissa. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces artistes qui, on va le dire clairement, ils mettent, si vous voulez, leur carrière entre parenthèses, ils mettent leur carrière en péril pour justement leur soutien à la Palestine? D'abord, si on prend par exemple les artistes occidentaux, cela révèle quoi? Révèle une fracture morale entre justement les peuples occidentaux et leurs élites politiques, d'une part, puisque aujourd'hui, encore une fois, c'est une cause humaine et humaniste avant qu'elle soit autre, elle soit politique ou géopolitique ou diplomatique ou même sécuritaire ou même menace, notamment potentielle de la seule démocratie au Moyen-Orient. Et puis c'est aussi une mutation, je dirais, géopolitique, démobilisation de la jeunesse. Rappelons-le, beaucoup de jeunes portent notamment aujourd'hui des drapeaux de par les mondes, aux quatre coins du monde, non pas seulement comme soutien, mais aussi parfois comme affront à l'entité sioniste, pour dire, vous, le peuple palestinien, dans votre lutte, vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, c'est là où peut-être l'entité sioniste, la seule chose qu'elle a pu réussir dans son projet machiavélique et colonial, c'est de rassembler tous les peuples du monde contre elle, justement. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la lutte du peuple palestinien est devenue une lutte mondiale et planétaire. La lutte du peuple palestinien et sa cause juste est devenue la boussole, notamment des luttes des peuples pour justement leur soutenir à travers, comme vous l'avez dit, que ce soit à minima porter les drapeaux et faire des marches et aussi des manifestations, des événements de par le monde. En Europe, il n'y a pas un jour où il n'y a pas effectivement des événements. Oui, c'est même allé au niveau des stades de foot avec le PSG qui a fait des tout à fait pour la Palestine. Absolument. Absolument. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a une espèce d'une alliance morale, solidaire et objective, non pas que du sud-sud, mais aussi du nord-sud maintenant. Et c'est ce qui isole davantage l'entité sioniste dans son projet, qui finalement démontre qu'il est en déperdition, qu'il est en asphyxie géopolitique et diplomatique, puisque la pression elle est constante, elle est même émergente, elle est même grandissante, et c'est ce qui sort un peu Netanyahou de ses retranchements à travers des décisions hasardeuses et surtout irresponsables. Pour stopper sur la propagande, il n'y a pas une démocratie au Moyen-Orient, il y en a deux autres qui s'appellent la Turquie, on le vit tout le temps, qui existait largement avant cette entité, et un Liban qui a toujours eu des élections, donc la démocratie pour eux c'est pas vrai. Merci Gamal Ahmed Kateb, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Hebdo Show se poursuit, mesdames et messieurs, pour la dernière partie. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nohed, bonsoir messieurs. Et pour cette dernière partie, vous avez décidé de parler de l'augmentation des crimes racistes et islamophobes en France. Le dernier en date, c'est l'assassinat de Hicham Miraoui.
Alors tout à fait, petit rappel tout d'abord, le 25 avril dernier, un homme entre dans une mosquée et tue Aboubacar Cissé, âgé de seulement 22 ans, de 57 coups de couteau. Le 31 mai dernier aussi, un homme tire à 5 reprises sur Hicham Miraoui, 45 ans, et le tue. Un autre habitant de l'immeuble est visé lui aussi par plusieurs balles. Le 1er juin dernier, un homme entre dans une mosquée et incendie un exemplaire du Coran avant de prendre la fuite. En gros, entre janvier et mars 2025, le ministère français de l'Intérieur a recensé 79 actes anti-musulmans en seulement 3 mois. C'est énorme. Des crimes glaçants qui pourtant n'ont pas fait réagir comme ils auraient dû. Pas de communiqué présidentiel, pas de prise de parole solennelle, et pas de mots de compassion, et parfois des mots de compassion quand même assez tardifs. Des crimes, et c'est bien ça, et c'est bien ici que le malaise commence, parce qu'on le sait, en France, toutes les victimes n'ont malheureusement pas le droit à la même émotion. Quand l'auteur d'une attaque visant un musulman est raciste, d'extrême droite, et désolé de le dire, est blanc, les mots deviennent soudainement très timides et la République perd sa voix. Dans l'affaire Hicham Miraoui, on voit clairement ce double langage, un 2 poids, 2 mesures qui nourrit finalement cette haine, qui banalise le racisme et la xénophobie et qui donne le sentiment que tout est permis lorsqu'il s'agit d'islam, alors que lorsqu'on condamne un génocide, forcément, sur ce point-là, on est accusé d'être antisémite. Et tout ça, c'est aussi le symptôme d'un climat qui est assez toxique, d'un glissement idéologique où les musulmans sont trop souvent perçus comme un problème, comme un danger ou comme une menace à neutraliser, n'est-ce pas, Badis? Bon, tout à fait. D'ailleurs, après l'islamophobie tue, aujourd'hui on a le racisme qui tue, et j'irai plus loin, on a l'extrême droite qui tue. Donc, puisque d'ailleurs, sur le dernier acte barbare, notamment de cette personne, qui est un acte violent, mais surtout un acte terroriste, rappelons-le, puisque quand vous avez une série d'actes qui sont alimentés par la même idéologie, et ces gens-là font partie d'une même nébuleuse, et qui alimentent leur discours et leur narratif à travers un discours haineux, puisqu'ils sont passés à l'acte en prenant référence, et d'ailleurs, ce raciste, avait publié des vidéos. Des vidéos, mais surtout aussi a pris comme référence. Facebook n'a pas censuré, oui. Il a pris comme référence, et ça ce qui est plus dangereux, il a pris comme référence, justement pour légitimer son acte avant de le faire, les discours, les orientations notamment de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ces gourous, il est disciple de ces gourous. Donc il est en fait victime justement de ce racisme décomplexé, mais surtout aussi cette violence maintenant, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus d'actes, je dirais, délétères ou d'actes notamment nocifs envers les personnes, on parle de tuerie. Une tuerie même de masse, puisque beaucoup d'actes aussi ont été notamment, je dirais, avortés. Mais encore une fois, moi je reviens sur les premiers responsables, qui sont les responsables politiques d'une manière indirecte. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce double standard qui est violent, qui est dangereux notamment, puisque s'il n'y a pas une fermeté, s'il n'y a pas un positionnement clair, solidaire, mais surtout aussi de protection, notamment parce que ça reste des citoyens, quoi qu'on en dise, des citoyens à part entière et non pas entièrement à part. Et c'est pourquoi je qualifie ces responsables politiques, notamment de l'extrême droite, comme des coproducteurs de cette violence. Des catalyseurs de cette haine. Comme des vecteurs aussi, facilitateurs, comme aussi des leviers de fabrique de monstres, notamment puisque c'est des monstres dont on parle aujourd'hui, quand ils portent atteinte à des gens qui plus est pacifiques, des gens intégrés, des gens d'ailleurs du propre aveu, du témoignage de ses voisins, c'est quelqu'un de vraiment sociable. Vous voyez aujourd'hui le glissement, notamment cette dérive sectaire, cette dérive identitaire qui aussi, je dirais, démontre la faillite de l'universalisme républicain, notamment de la France, puisqu'aujourd'hui on vit dans ce narratif d'exclusion, dans ce discours dans lequel on prend, je dirais, l'approche ou le programme de la peur de l'étranger comme centre du débat public et centre du débat politique en France. Je me tourne vers vous à présent, Ahmed Kateb. Est-ce qu'on peut dire que ce double discours, d'une certaine manière, sert à légitimer une islamophobie, on peut le dire, qui est aujourd'hui décomplexée? Pas que. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'islamophobie est assumée. Les propos racistes à l'encontre des Maghrébins, des Arabes, des Africains sont également assumés, affichés. On est loin de cette extrême droite, le péniste,
d'il y a quelques décennies qui étaient en train de travailler dans l'ombre et essayer d'avoir quelques sbires pour pouvoir mener des opérations, des ratonnades, etc. Aujourd'hui, cette extrême droite est décomplexée, elle est affichée, elle est en train de... Presque institutionnelle. Elle est dans les institutions, au sein des institutions, elle a normalisé avec le sionisme, et ça, cette conjonction entre le racisme en France et le sionisme, et cette convergence qu'on voit de plus en plus entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, les extrémistes pro-israéliens, pro-sionistes, etc. Une alliance contre nature. Quand même. C'est quasiment monstrueux, mais on voit qu'il y a une normalisation entre l'extrême droite française et le sionisme. Et là, on comprend le projet qui est véhiculé par cette extrême droite. Quelle est l'essence même de ce projet? C'est de considérer qu'en France, il y a deux catégories de personnes. Il y a les Français de souche, d'origine ou assimilés, et les autres, des Français de seconde zone, qu'on essaie d'étouffer, de rapetisser, qu'on qualifie à travers leur teint, leur langue, leurs coutumes. On se rappelle la question des odeurs. Oui. Il y a quelques années, etc. Donc, c'était Chirac. Donc, il y a justement cette mise en place d'imaginaire qui vise à fragmenter, et là je rejoins Badis, c'est l'échec du système français d'intégration et c'est l'échec de cet universalisme dit républicain en France, parce qu'on a d'autres exemples en Europe qui ont réussi. Certes, il y a des attentats, il y a des crimes d'extrême droite, de racisme, etc. Mais ce sont des épiphénomènes. Oui. Ce n'est pas systématique comme en France. Et là, on voit que le gouvernement trouve ça normal. Un Retailleau qui, complètement décomplexé, refuse de voir et refuse de condamner. Sur le plateau, on l'appelle Ratatouille, non? C'est son nom de code chez nous. Il y a un rapport officiel en France, il vient d'être publié. Les actes antiracistes, plutôt des actes racistes, xénophobes et antireligieux ont enregistré une augmentation de 11%. C'est presque 16 000 atteintes. Ça, c'est un rapport officiel du ministère de l'Intérieur, justement de Bruno Retailleau, qui reconnaît que cette augmentation, elle est réelle. Et c'est une tendance qui est lourde quand même dans la société française, puisque cette augmentation, elle continue. Elle a commencé en 2016. Elle monte crescendo parce que, justement, et vous l'avez dit, vous, Badis et vous-même, Ahmed, parce qu'il y a un discours, parce qu'il y a des médias qui sont complices, parce qu'il faut les nommer. Je pense qu'il faut les nommer. Une chaîne comme CNews, une radio comme Europe 1 ou un journal comme Journal du Dimanche sont devenus, Valeurs Actuelles aussi, Le Point, sont devenus des relais du discours raciste. Et tous ceux qui portent ce discours, normalement, devraient être poursuivis en justice. Or, ils menacent, ils incitent, parce que Badis parlait de ces personnes, notamment Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Éric Zemmour, ils sont devenus très nombreux, vous le voyez. Elles ne sont jamais poursuivies. Éric Zemmour a été condamné à 2 reprises, 3 reprises, mais il est toujours là à l'antenne de CNews et à débuter sa haine. Je crois, Faisal, très sincèrement, que tu te trompes énormément sur le poids des politiques. Que les politiques ont un rôle. Leur présence dans les médias surtout. Que les politiques. Moi, ce qui me fait peur, je te le dis parce que je vis comme Gamal et Badis une partie de mon temps aussi en Europe. Ce qui me fait peur, c'est que les politiques n'ont pas assez de pouvoir actuellement, en l'occurrence en France, pour gérer, on va dire, la parole des électeurs. Ce qui me fait beaucoup plus peur que les politiques, qui pour la plupart d'extrême droite n'ont pratiquement pas de niveau. Quand tu me parles de Éric Ciotti ou de Jordan Bardella, moi ça me fait pas peur, ça vole pas haut. Moi, ce dont, pas j'ai peur parce que je n'ai peur que de Dieu, mais ce que je crains, c'est le pouvoir médiatique, qui est beaucoup plus important que le pouvoir politique, qui est beaucoup plus cynique que le pouvoir politique. Parce que les politiques ne rentrent pas dans les foyers. Les politiques, quand ils font leurs discours, leurs meetings, c'est pas tout le monde qui va chez eux. Par contre, le pouvoir médiatique, la télévision en l'occurrence, la radio,
tout le groupe Bolloré, comme tu l'as si bien dit, mais il y a d'autres groupes. Il n'y a pas que le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans des forums, dans des sites électroniques, les radios dans des radios, oui, exactement, qui sont beaucoup plus subtils, mais qui ont une force de frappe qui est exceptionnelle, qui te rend au fin fond de la campagne du Vercors, où il n'y a pas d'immigration, mais où le taux du Rassemblement national fait 60 à 70%, parce qu'ils ont tellement été biberonnés à la télévision, dans les journaux presse ou dans la radio que l'immigration est le grand méchant loup, qu'ils vont voter, alors que peut-être de leur vie, n'ont jamais rencontré un Maghrébin ou un Africain. Donc les politiques, ça va, ça vient. Ils ne sont même pas respectés. La plupart ne sont même pas respectés, ils sont honnis. Il y a une telle défiance vis-à-vis des politiques. Regarde juste le taux d'abstention en France qui est énorme. C'est-à-dire que les Français ne font même plus confiance en leur propre politique. La peur, pas la peur, la crainte principale. La crainte principale, c'est l'utilisation des canaux de médias pour insuffler l'idée anti-immigrationniste, anti-musulmane, anti-algérienne depuis pratiquement un an, partout, dans tous les recoins de France et de Navarre. Voilà la plus grande crainte qu'on doit avoir. Moi, n'importe quelle politique que tu me ramènes, on peut l'éteindre en 3 minutes parce que ce qu'il dit ne vaut rien. Mais par contre, quand tu rentres sur les ondes, dans les chaînes hertziennes ou dans les médias mainstream qui ont une volonté de détruire tout ce qui est étranger, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis lorsqu'on s'interroge, Gamal, sur, vite fait, lorsqu'on s'interroge sur les raisons, les causes de cette augmentation des crimes islamophobes, ce qui est intéressant à noter, c'est que le régime colonial était déjà fondé en Algérie sur une logique islamophobe représentée à l'époque par le tristement célèbre Code de l'indigénat, un code contre lequel le mouvement national algérien n'a cessé de lutter, dénonçant comme une discrimination systémique contre les musulmans en Algérie. Et pour cause, il y a 63 ans, le 7 juin 1962, alors que l'Algérie s'apprêtait à reprendre sa liberté, un incendie a ravagé l'un de ses plus précieux symboles, c'est la bibliothèque centrale de l'Université d'Alger. Pas un accident, pas un drame banal, mais plutôt un crime délibéré, un acte de guerre culturelle et mémorielle. Ce jour-là, les flammes ont englouti plus de 500 000 ouvrages, dont certains étaient des manuscrits rares et des archives inestimables. Et derrière ces flammes, un nom, bien sûr, c'est l'OAS, un groupe colonialiste terroriste, ultra-violent, qui refusait l'indépendance de l'Algérie et qui, en plus, semait la terreur dans les dernières semaines de la présence française. L'objectif de cet incendie, bien évidemment punir, humilier, effacer, faire payer à l'Algérie son désir d'émancipation, détruire son passé pour compromettre son avenir. C'était ça, le projet colonial dans sa forme la plus crue, nier l'humanité du colonisé, détruire sa mémoire, empêcher l'émergence d'une nation souveraine, instruite et libre. Aujourd'hui, 63 ans plus tard, que reste-t-il de cette mémoire brûlée ? Eh bien, trop peu, malheureusement. Ce crime, comme tant d'autres, n'est ni reconnu, ni enseigné en France. L'OAS, pourtant responsable de centaines d'attentats et d'assassinats, n'a jamais été officiellement qualifiée d'organisation terroriste par l'État français. Au contraire, elle demeure même glorifiée par certains responsables politiques, comme le Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur, ou comme des personnages du genre Éric Ciotti-Mahdi. Éric Ciotti, de toute façon, quand tu le vois, c'est un gag, ce mec. Il fait partie des Simpsons. Hein. Moi, je ne respecte pas ce type-là, mais et je le respecterai jamais, de toute façon. C'est un petit homme qui a tout échoué dans sa vie. Son rêve a toujours été de devenir ministre. Il finit mis en examen parce qu'il n'arrive même pas à payer l'hôpital de sa mère. Donc c'est pas une personne, moi, que je vais respecter. Il est mis en examen pour avoir détourné plus de 500 000 euros pour la prise en charge de sa mère dans une clinique privée à Nice.
Donc tu vois le calibre du personnage, hein. Il n'est même pas capable de s'occuper de sa famille sans voler. Et ça donne des leçons. Et ça donne des leçons à des grands pays, enfin un grand pays comme l'Algérie. Donc des personnes comme ça, excusez-moi, je tire la chasse, je ne m'en occupe pas. Et c'est justement là tout le paradoxe en Algérie, on se souvient, on commémore, on porte cette histoire, mais en France, on minimise. On va bien se faire accueillir, Badis, à l'aéroport. Apparemment, oui. Je pense qu'à la PAF, on va être bien à Paris. Hein. Nariman, vous parlez On a l'habitude. de cet acte criminel, parce que 500 000 ouvrages effectivement ont été détruits. Je citerai Yves Courrière, vous le connaissez, c'est un historien très proche des ultras, etc. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans le Figaro du 8 juin 1962 ? Le 7 juin 1962, un panache de fumée couronna Alger. La bibliothèque universitaire venait de sauter, 600 000 livres brûlés. On n'allait quand même pas leur laisser notre culture et notre science. C'est écrit dans le Figaro. Derrière. Ça veut dire qu'on a assumé l'acte. Et le plus curieux, vous l'avez évoqué, Nariman, c'est que l'UNESCO, à ce jour, ne considère pas ces livres comme des livres brûlés. Parce qu'à travers le monde, l'UNESCO, qui est une organisation onusienne, répertorie à chaque fois les livres qui ont été détruits. À ce jour, l'UNESCO continue d'ignorer cet acte criminel. C'est une question qui reste posée. Effectivement, c'est une immense perte parce que beaucoup d'ouvrages ont disparu. Et les Français qui sont entrés en Algérie en 1830 ont commencé par le pillage, par la destruction, et sont sortis aussi par le pillage et la destruction. Oui, monsieur. Si vous permettez une petite parenthèse par rapport à l'OAS et l'actuel gouvernement français. Oui. Le ministre des Transports du gouvernement actuel en France est le fils d'un notable de l'OAS à Oran, qui a passé les derniers mois entre mars et juillet 62 à piller les banques oranaises, se faire un trésor, un butin de guerre qu'il a rapatrié en Espagne. Donc c'est devenu un grand bâtisseur en Espagne avec de l'immobilier, etc. Et l'actuel ministre des Transports français est le fils de ce triste sire qui s'est illustré en Oranie notamment. Sa biographie existe, elle est là, donc tout le monde peut voir et comprendre les soubassements de l'actuelle classe politique française. Et beaucoup de familles ont fait fortune en France parce qu'ils ont pillé les palais d'Alger. Et c'est écrit dans des livres, y compris par des Français. Pierre Péan notamment. On a pillé les trésors parce qu'on nous disait qu'on n'était pas une nation, n'est-ce pas, avant l'occupation française. Mais quand ils sont trouvés, ils ont trouvé des palais, des jardins, des maisons, etc. Ça a été pillé, et ça a été pillé, et ça a fait des fortunes de gens, de familles à ce jour. Vous donnez du crédit, l'Algérie n'existait pas avant la France, vous donnez du crédit à un mec comme Éric Zemmour. C'est pas Éric Zemmour. Oui, mais Éric Zemmour, c'est lui qui a lancé c'est son leitmotiv. Oui. Mais bon, encore une fois, quand tu finis et que tu te poses 2 minutes et que tu vois la carrière d'Éric Zemmour, tu vois son parcours, tu vois son apparence tout simplement, enfin tu comprends tout, tu vois le pitre personnage que c'est, le clown que c'est un clown de foire, Éric Zemmour, c'est rien de plus qu'un clown de foire. Nous donnons trop d'importance à des gens qui n'en valent pas la peine. On me parle d'Éric Ciotti, Éric Zemmour, il a même pas réussi à être élu à la mairie, je crois que c'était de Toulon, si je me trompe pas, c'était Toulon où il s'était présenté, même en tant que maire d'une petite ville, il n'a pas réussi à être élu et on lui donne de l'importance. Donc, il y a un phénomène de fond quand même, il ne faut pas le perdre de vue. On parle de l'OAS, c'est quand même lourd, c'est quand même à peu près 1 million de rapatriés, c'est quand même 10% de la population française touchée directement par la guerre, c'est 300 000 appelés, c'est donc toute une France pour 25% de la population qui a un lien direct ou indirect avec l'Algérie. J'ai envie de dire une chose importante par rapport à ces livres brûlés, ça rappelle ce qui était fait quand les Français rentrent en Algérie, ils détruisent la culture. Objectif, effacer un peuple qui a une histoire longue, de plus de 2000 ans on peut dire. On n'efface pas un peuple en brûlant ses livres. C'est la tentative qu'ils ont faite. Il y a un auteur très connu européen qui s'appelle Milan Kundera qui disait une chose essentielle, il faut passer le message. Il disait un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Ça a été retransformé par Churchill, mais c'est Kundera qui est un auteur de littérature, un grand auteur, qui a dit ça à l'époque. Et il a raison de dire qu'on ne peut pas perdre le passé parce que les criminels ont brûlé le passé. Parce qu'il y a toujours des traces du passé, parce qu'il y a la réalité, parce qu'on peut réécrire les livres. Mais c'est vrai que cette destruction de masse de 500 000 livres, ça rappelle par bien des égards l'invasion mongole barbare en Irak, où ils ont détruit Bagdad en totalité. La librairie de Bagdad. Alors, oui, absolument. Et par contre, je vais revenir 2 minutes en arrière, c'est important, parce que je vais vous parler d'une chose qui est essentielle à mon sens par rapport à la criminalisation. Tout à l'heure, on parlait d'islamophobie. Tu avais fait référence au fait que le ministère de l'Intérieur, par exemple, parle de 11% d'augmentation de... Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et derrière, il n'y a pas d'augmentation, selon lui. Par contre, ils ont cassé l'instrument de mesure qui s'appelait à l'époque le CCIF, que j'ai connu,
qui eux mesuraient vraiment par la remontée directe des statistiques de l'augmentation de l'islamophobie qui est explosée à 300%. Et je vais vous raconter une histoire triste qui est vieille, qui est de 2011. À l'époque, je travaillais du côté dans le 93 et j'ai connu un jeune homme qui s'appelait Saïd Bourara, je paie à son âme. Il a été assassiné par 4 personnes, 4 voyous, c'est comme ça que je les ai qualifiés, d'obédience juive. Ils l'ont conduit à la mort en le poussant quasiment à le jeter dans le canal, ce qui a rappelé pour nous évidemment les massacres des Algériens dans la Seine. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a présenté les choses de façon incroyable. Lui, la victime, père de famille marocain d'Oujda, qui connaissait rien en politique, hein. Je parlais avec lui, c'est vraiment le gars du charme. Eh bien, il se retrouve accusé d'antisémitisme alors qu'il n'a même pas une idée de ce que ça veut dire. Parce qu'il est mort, on peut lui mettre tout sur le dos. Donc j'ai dû intervenir dans les médias à l'époque pour rétablir la vérité. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre, maintenant, il faut faire attention, hein, vous regardez, c'est un curseur intéressant. Quand on n'a pas le nom du criminel, c'est souvent un Européen. Récemment, il y a une jeune femme qui a été assassinée, 31 ans. On n'a pas eu le nom de la personne, alors à l'extrême droite se donnait à cœur joie en espérant que ce soit un Maghrébin ou un Africain, ça a été un Européen. Par contre, quand on a le nom de la personne et qu'on suppose qu'elle l'a fait pour les raisons soi-disant idéologiques, là on balance directement le nom dans les médias. Donc ça veut dire que pousser la haine de l'étranger, c'est pas seulement un curseur politique, c'est aussi une fabrication médiatique pour fabriquer la peur de l'autre, le monstre, et il se trouve qu'en France, c'est ça où c'est rassurant, les Maghrébins et les Africains se comportent plutôt bien par rapport à ce qu'ils subissent. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à la violence par la violence, mais les services de renseignement français ont éteint beaucoup d'actions anti-musulmanes, anti-arabes, anti-maghrébines, parce que précisément, ils font le travail face à des organisations très structurées. Dont une récemment, je crois, sur l'Alsace, il y avait quasiment une centaine de personnes avec des armements militaires, des explosifs et une action concertée pour aller tuer de l'arabe, casser du musulman. Donc c'est ça qui doit nous interroger. Est-ce que la France va continuer à faire le travail pour empêcher ces actions de crimes de masse? Ça va arriver. Ou si elle ne le fait pas, vers quoi on s'achemine? Non, pour répondre à ta question, je pense que très rapidement, en une phrase, tant que la France n'a pas réglé sa dette mémoriale, aujourd'hui le poison colonial et néocolonial continuera à faire des victimes. Et des victimes, pas que victimes physiques, victimes aussi dans la gestion politique de la France. Ahmed Katabi, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice et sans reconnaissance, et il ne peut pas y avoir également de paix sans mémoire, n'est-ce pas? Tout à fait, la mémoire est au centre, elle est fondamentale, elle est au cœur de toute justice. On ne peut pas oublier, pour pardonner, entre guillemets, il faut qu'il y ait reconnaissance quand même, et c'est la moindre des choses. Les Français ont commis des crimes de masse, un génocide en Algérie, à partir de 1830. Que les Français reconnaissent leurs crimes, alors les mémoires, peut-être, seront apaisées. Et c'est là où on pourra également bâtir peut-être des ponts l'un en direction de l'autre. Pour une paix durable. Pour de meilleures relations, des relations qui soient normalisées, parce qu'il faut le dire, les relations algéro-françaises ne sont pas des relations normales. Elles sont sentimentales, elles sont elles sont spécifiques, disons, électriques, pour ne pas utiliser d'autres qualificatifs. Il faut qu'il y ait un travail de mémoire, et ce travail doit être fait d'abord et surtout par les Français, que la France officielle dépasse son complexe colonial. Et il faut que la France également cesse de regarder les peuples anciennement colonisés comme des peuples toujours colonisés. Il faut qu'il y ait cette reconnaissance du crime, du tort, pour pouvoir regarder d'égal à égal et envisager l'avenir d'une manière plus sereine. Je pense qu'il est important aujourd'hui que la France comprenne que l'Algérie n'est pas un pays soumis, que l'Algérie est un pays souverain et qu'elle l'a toujours été. Surtout. Et qu'elle le sera toujours. Et que la reconnaissance des crimes coloniaux est incontournable. Et c'est la France officielle, on parle bien, parce que bien mettre ça dans l'état des gens, pour que l'extrême droite ne passe plus, on parle bien de l'État et pas du peuple. Oui, tout à fait. Parce qu'à ce jour, la France ne reconnaît pas ces crimes. Il y avait beaucoup de crimes, on a rappelé les archives, qu'on n'a pas été restituées. Il y a aussi la question de la restitution des archives. Des archives, il y a aussi la question des explosions nucléaires dans le Sud, les armes chimiques, les craintes de combattants, les disparitions forcées dans les années, etc. Le dossier est très très lourd, et à ce jour, évidemment, en botte en touche, on évite d'aborder cette question coloniale à chaque fois, en inventant bien sûr des postes polémiques. D'où l'impératif de continuer à défendre justement la souveraineté de la mémoire nationale, qui, elle, est un élément central, de mon point de vue, de la souveraineté globale de l'Algérie.
On rappelle que c'est un cheval de bataille du président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune. Nariman, merci donc pour cette partie. Messieurs, merci à vous également. Ahmed Kateb, merci d'avoir été avec nous ce soir et de toujours répondre présent quand il s'agit d'Al24 News. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 21h. Et puis bonne nouvelle avant de se quitter, Al24 News est désormais sur la Freebox canal 485. Ne nous ratez surtout pas, vous qui êtes en France. Voilà. Mahdi. C'est un signe. Mahdi, toujours le dernier mot. Voilà, mesdames et messieurs, à très bientôt. Au revoir. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.